Juste un petit laïus de présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci à tout le monde d'être là. On va commencer donc le webinar. On est un tout petit peu en retard, mais on attendait juste que tout le monde soit arrivé. On commence donc ce webinar spécial épaules instables avec Florian Forelli, qui n'est absolument pas spécialisé dans le domaine de l'épaule. Florian est kinésithérapeute à Daumont, spécialisé dans la prise en charge des sportifs, mais plutôt sur le membre inférieur, notamment des footballeurs. Il est directeur au centre Ortholab, qui est un centre d'évaluation et de recherche sur la prise en charge des sportifs, sur le retour au sport. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est cette transversalité qu'on lui a demandé de nous présenter. Ce n'est pas parce qu'on prend en charge des patients sur le membre inférieur que les notions de retour au sport ne sont pas les mêmes que celles du membre supérieur et de l'épaule. Il y a des grands principes qui sont communs. Donc, Florian, je te remercie d'être là et je te Merci laisse à donc toi. la parole pour la présentation de ton topo. Merci. Je tiens déjà à te remercier, Frédéric, puis aussi Geoffroy, Clémence et Mickaël, donc, de m'avoir convié ce matin pour parler un petit peu du retour au sport appliqué, bien évidemment, à l'épaule instable et essayer de faire des analogies autant que possible avec le membre supérieur. Surtout, l'idée, ça va être de sensibiliser nos confrères à ces critères de retour au sport qu'il faut essayer vraiment de mettre en place au quotidien, même dans nos cabinets, même des fois avec peu de matériel. C'est important parce qu'aujourd'hui, que ce soit, je pense, sur le membre inférieur, ça c'est sûr, mais sur l'épaule, on a aussi des sportifs qui reviennent souvent nous voir en cabinet ou qui changent effectivement de thérapeute ou qui reprennent le sport, pas forcément dans les meilleures conditions, ce qui va occasionner soit, au pire des cas, des récidives, notamment sur l'épaule instable, mais aussi des fois des douleurs résiduelles ou autre chose. Et quand on questionne et qu'on interroge les patients, il est parfois comment sûr que le retour au sport ne s'est pas fait dans les conditions les plus optimales. Alors, déjà, quand on analyse un petit peu la littérature, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, l'épaule instable, c'est pas quelque chose qui va être anodin, notamment quand on voit le risque de récidive. Déjà, quand on voit le retour au sport, on voit qu'entre une chirurgie ou non, le retour au sport va doubler. Alors, on ne dit pas, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se précipiter vers la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il y a retourner au sport, c'est une chose, et ensuite, ça va être comment on retourne au sport et surtout comment on retourne à la performance. Donc, pour éviter justement tous les problèmes physiologiques ou psychologiques qu'il peut y avoir. Ah, il y a quelqu'un qui... C'est pas grave. Donc, je vous disais sur le retour au sport après instabilité d'épaule. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger quand on voit aujourd'hui les chiffres. C'est-à-dire qu'on remarque que seulement 27% des athlètes vont terminer une saison. Donc, c'est vraiment un chiffre, mais très important. Même au niveau du membre inférieur, on ne trouve pas forcément ça. C'est 27%, c'est très peu. Ce qui va vraiment être on va dire quelque chose de vraiment difficile à vivre pour les athlètes, parce qu'il va y avoir non seulement une baisse de performance individuelle, mais reste aussi pour les sports collectifs, notamment par exemple si on prend un sport comme le handball, on peut avoir aussi une perte de performance collective avec des athlètes qui vont être finalement à l'infirmerie de manière très longue. Et surtout par rapport à ces épisodes d'instabilité, on va voir qu'on a sur une année et beaucoup de récidives, 64%, et ça intéresse notamment les plus jeunes. Avant 14 ans, on a 44% de récidives, et surtout, au cours d'une saison, vous voyez, on a quand même plus de 2 tiers de récidives donc, chez les jeunes athlètes au cours d'une saison. Donc, ça, c'est des facteurs qu'il faut déjà pouvoir prendre en compte. C'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment un épisode d'instabilité d'épaule, on se rend compte que non seulement il peut y avoir des récidives liées à différents facteurs qu'on peut essayer aussi d'identifier, nous, au cours de nos pratiques et de nos bilans, c'est ça qui est aussi important, et surtout qu'il va falloir essayer à tout prix d'éviter la récidive, même si on voit qu'en chiffres, elle est quand même assez conséquente. Et dernier paramètre,
Et c'est là où peut-être il y a beaucoup de pistes à explorer justement au niveau de l'épaule. C'est que contrairement aux membres inférieurs, par exemple sur le LCA dont je m'occupe vraiment principalement chez les footballeurs, il n'y a pas forcément de variables prédictives qui vont être aujourd'hui identifiées pour dépister une éventuelle récidive ou un retour au sport au niveau le plus optimal possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans l'épaule, il y a plusieurs tests qui sont mis en place à bon escient, qui sont identifiés par la communauté scientifique, mais il y a un travail, et clinique bien évidemment, mais il y a un travail très important à faire et à fournir pour vraiment établir de manière plus précise voilà, ces critères. Alors, les bases du RTS, on va s'inspirer du consensus de Berne, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? C'est que déjà, on va effectivement mettre au centre notre sportif, notre athlète. Donc, mettre au centre notre sportif et notre athlète, c'est aussi lui donner la possibilité de s'exprimer à travers voilà, des objectifs ou autres. Il y a un éditorial qui est paru dans le BJSM il y a très récemment qui montrait que justement le sportif n'est pas forcément toujours bien écouté. C'est vrai qu'on lui, des fois, impose pas mal de choses, notamment nous, hein, sur la rééducation ou autre, sans pour autant savoir est-ce que déjà il veut reprendre, dans quelles conditions, etc., etc. Donc, bien évidemment, voilà, la première chose, c'est surtout qu'est-ce qu'il fait comme sport, quel est son niveau aussi de participation dans ce sport, et surtout voilà, les objectifs auxquels il aspire, bien comprendre que cette rééducation et cette performance, ça reste un continuum. On va parler du critère temporel juste après, sur lequel on se base, mais qui est peut-être aujourd'hui un petit peu obsolète. Et ce continuum de rééducation, il se base généralement un peu plus sur des phases avec des éléments cliniques et donc avec vraiment un rôle d'évaluateur aujourd'hui pour le masseur kinésithérapeute, voire même d'orientation vers d'autres professions dans le retour au sport. C'est ça qui est intéressant. On l'établit sur le membre inférieur, mais je pense que sur le membre inférieur, c'est quelque chose que l'on peut aisément mettre en place. C'est vraiment une interdisciplinarité dans la prise en charge avec notamment les autres professions comme les préparateurs physiques, préparateurs mentaux ou autres. Donc, il y a trois, bien évidemment, étapes qui sont importantes. C'est le retour à la participation au sport et à la performance. Le retour à la performance qui doit, à mon sens, voilà, être marqué par la possibilité de reprendre à un niveau vraiment de performance optimale, tout en minimisant le risque de récidive et surtout d'autres blessures, bien évidemment. Voilà, donc bien discuter sur la possibilité aussi de reprendre ou non. Et surtout, ça fait une bonne transition avec le reste. Ça doit être partagé, notamment avec une équipe qui est vraiment autour du sportif. J'ai toujours tendance à dire que si un sportif est aujourd'hui sur du haut niveau, c'est aussi parce qu'il possède un encadrement de haut niveau qui lui permet d'accéder à vraiment un niveau de performance qui soit le meilleur possible. C'est pour ça que le RTS, ça reste, à mon sens, un sport vraiment d'équipe avec voilà, au milieu le sportif. Aujourd'hui, on a des coachs, on a des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, enfin voilà, même des biomécaniciens qui peuvent intervenir, notamment au niveau de l'épaule, quand on voit des gestes, par exemple des services sur un tennisman ou au baseball aussi, les mouvements qui sont faits au niveau de l'épaule, ça peut des fois être intéressant quand il y a une blessure qui va forcément être chronique. Donc vraiment, il y a une équipe autour donc, de ce sportif qui vont aider l'athlète à reprendre dans les meilleures conditions. Et ce qui est vraiment important, ça va être surtout une structure de cette équipe, hein, c'est-à-dire que le coach reste coach, le prépa physique est prépa physique, le kiné est kiné, hein, il n'y a pas un qui se prend pour le kiné, qui se prend pour le prépa, le coach qui se prend pour le kiné, etc. Et surtout avoir la communication qui soit la plus adaptée et on va dire qui va dans le même sens pour que le sportif ne soit pas forcément perdu. Donc il faut déterminer cette équipe vraiment de manière précoce dans l'aspect du retour au sport pour justement permettre d'avoir un continuum le plus optimisé possible. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est ces évaluations régulières que l'on propose, nous, au cours de nos bilans, au cours de nos rééducations, pour permettre
effectivement d'aller de l'avant, montrer aussi des progrès, parce que des fois, les blessures peuvent être longues, récurrentes, et donc il est important de maintenir un certain niveau aussi de performance psychologique pour amener la rééducation à son terme. Donc le temps, c'est en tout cas, on va dire une donnée aujourd'hui que sur le membre inférieur, on ne prend plus forcément en compte. Il me semble, pour voilà, avoir discuté que mes confrères, on a tendance, voilà, faut le garder bien évidemment à l'esprit euh, pour évoluer. Mais c'est vrai que les patients ont toujours tendance à nous dire dans combien de temps ceci, dans combien de temps cela. Faut essayer de leur faire comprendre que le temps, ce n'est pas forcément important, c'est l'optimisation du temps par rapport à la rééducation que l'on va mettre en place, qui va faire qu'on va pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Donc ce temps, c'est vraiment en fonction on n'en prend même pas compte en fonction du type de la gravité de la blessure aujourd'hui, hein, effectivement, on entend des fois les journalistes dire, voilà, à la télé, «Oui, il va être blessé tant de temps», on n'en sait pas, on n'en sait rien. C'est sûr que généralement, on a toujours tendance à dire: «Plus c'est grave, plus c'est long», mais pas forcément. Des fois, des petites blessures, peuvent amener de grandes conséquences et peuvent être très, très longues aussi à guérir. Donc, il ne faut pas forcément toujours se focaliser sur le temps. Et donc, comme on l'a dit, hein, c'est surtout avoir des objectifs du patient, des objectifs du kiné, établir une liste, nous, de bilans qu'on va faire pour justement optimiser, passer d'une phase à l'autre, ou avoir des phases qui peuvent être concomitantes de temps en temps, pour aider le sportif à revenir dans de meilleures conditions. J'ai toujours tendance aussi à dire, et on en a parlé il y a quelques jours, qu'il faut peut-être essayer aussi de faire sortir les sportifs des cabinets. C'est-à-dire que possiblement, un handballeur qui va avoir une douleur ou autre, ou un tennisman, pourquoi pas l'emmener sur un terrain, lui faire des exercices qui ne sont pas forcément dangereux par rapport à l'état dans lequel il se situe aujourd'hui, mais ça permet aussi d'influer, on va le voir sur notamment la variable psychologique, qui est vraiment pas aujourd'hui à négliger dans le retour au sport. Quand je vois que voilà, certains se disent, est-ce qu'il y a une prédisposition psychologique à telle ou telle blessure? Oui, il peut y en avoir, soit avant la blessure, après la blessure, et il faut la prendre en compte dans la dimension justement où on souhaite réduire le risque aujourd'hui de récidive et ou de blessure ultérieure. Donc cette dominante psychologique doit être importante, et notamment, on doit adapter la charge de travail que l'on va avoir au quotidien avec les patients. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur un sportif, ce n'est pas seulement une épaule qu'on risque de traiter, il y a aussi un déconditionnement qui va se faire, et il y a aussi des chaînes cinétiques au niveau du membre inférieur ou autre, donc il ne faut pas remplacer une blessure par une autre, bien évidemment. Et donc le facteur psychologique, on va évidemment bien le détailler, le décrire. Et donc, bien évidemment, il faut un consensus concernant les critères de RTS pour les blessures sportives courantes, pour essayer d'identifier les variables les plus intéressantes à. Alors, sur justement ces variables aujourd'hui prédictives, on va dire, de blessures, sur le membre inférieur, on a des variables où on va essayer de travailler sur des variables aujourd'hui dites modifiables, qui vont donc nous permettre, ou vous permettre d'essayer d'identifier s'il y a un risque ou non de récidive, et d'optimiser surtout le retour à la performance. Donc, parmi ces variables, il y en a 5. Hein. Il y a les variables dites anthropométriques, donc le côté effectivement dominant, quel sport va être aussi réalisé, parce qu'on va bien rééduquer en fonction du sport et non pas forcément toujours en fonction, on va dire de façon standardisée. Voilà pour les données anthropométriques. On peut aussi aller regarder, voilà, les éventuels raiders ou autres qui peuvent être mis en place. Des choses qui peuvent être très intéressantes aussi, on va dire, alors, dans un aspect annexe, c'est-à-dire quel matériel est utilisé, par exemple chez un joueur de tennis, on peut effectivement aussi faire un mapping, on appelle ça. Donc, soit aujourd'hui, il y a des mappings dits génétiques, où on peut identifier des variations génétiques qui sont responsables de blessures, on va dire, courantes. Alors, non pas pour aller modifier le génome, hein, bien évidemment, mais surtout pour pouvoir peut-être
encadrer l'athlète de manière un peu plus appropriée. Et chez les femmes, n'oublions pas, beaucoup de fédérations aujourd'hui, plutôt étrangères, même un peu en France, font des mappings aujourd'hui du cycle menstruel, puisque l'on sait que la femme a des périodes où il faut favoriser plus la récupération, parce qu'il y a un risque de blessure beaucoup plus importante. Et ça peut être très intéressant aussi. Deuxième variable, vous avez la variable de force, avec des tests plutôt isométriques, hein, ce qui me semble que l'isocinétique dans l'épaule, c'est pas quelque chose qui est vraiment admis par la communauté, mais après, ça peut être envisageable aussi, et déterminer si, par rapport à ces tests de force, de coordination, est-ce qu'on a aussi des problèmes, on va dire plutôt neuromoteurs, des problèmes de coordination, des problèmes aussi peut-être au niveau pliométrique. Donc tout ça, ça peut être mis en place aussi par vous. L'aspect biomécanique avec une analyse du geste sportif, est-il bien fait, non ou pas? Il ne faut pas hésiter aujourd'hui à filmer aussi voilà, les sportifs dans leurs gestes, et puis essayer justement par plusieurs vidéos montrer s'il y a une amélioration ou non du geste sportif pour éviter ou non la blessure. Proprioceptive, bien évidemment. Donc, il existe plusieurs tests, notamment dérivés du Y-balance, notamment pour voilà, évoluer tout ce qui est proprio au niveau de l'épaule. Et la dernière, donc, c'est la variable vraiment psychologique. Alors, il existe un questionnaire, c'est le SI-RSI, qui est un peu justement une variante soit de la CLRSI pour le genou, de la ALR-RSI pour la cheville, qui peut effectivement montrer l'état psychologique dans un contexte de reprise sportive. Ici, c'est une très récente étude là, de Margie Holtz sur justement ces facteurs psychologiques du retour au sport après instabilité d'épaule. Ce que l'on voit, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que la chirurgie, bien sûr, reste importante, avec un taux de retour au sport qui va être peut-être augmenté. Cependant, vous voyez, quand cette étude date vraiment là, de 2021, elle est très très récente, ce que l'on voit, c'est que quand même les patients qui sont opérés ont une peur qui est un peu plus exacerbée que chez les gens non opérés, avec un risque de récidive, notamment lié au risque de récidive. Donc, ce n'est pas parce que effectivement on opère, on peut reprendre le sport, mais comme je vous disais, c'est aussi les conditions dans lesquelles on reprend le sport. Ce qui est montré en tout cas au niveau du membre inférieur et du LCA, parce que cette peur aussi est très importante dans cette pathologie, c'est que justement, plus vous reprenez sur un terrain avec de la peur, plus la qualité de vos mouvements sont altérés, et plus vous avez donc un risque de récidive important. Ici, donc pareil, vous avez sur les gens peur sur les gens récidives multiples par rapport à éducation et chirurgie. Et pareil, on peut avoir justement juste penser qu'on est à risque de récidive sans pour autant l'être, juste avec la peur. Donc juste pour terminer, ici, ce qui est important toujours, c'est le mécanisme étiologique, comment le patient s'est fait ça, étudier ce mécanisme possible, faire vos bilans, hein, bien évidemment, de manière la plus précise possible, proposer des mesures préventives par rapport à ça, mais ce qui est important, c'est de mesurer aussi l'efficacité de vos mesures préventives. Aujourd'hui, une petite règle qui est admise sur le membre inférieur, mais je pense qu'elle peut être aussi transposable, c'est aujourd'hui de programmer la performance de façon personnalisée, préventive et prédictive. En conclusion, de toute façon, il y a toujours aujourd'hui plus de questions que de réponses concernant les RTS. La prédiction, ça reste difficile, mais ça reste un challenge qu'il faut essayer de mettre en place. Ne pas sous-estimer donc la dominance psychologique. Essayer d'être le plus en interdisciplinarité dans la décision de RTS, surtout lorsque vous êtes sur des sportifs à une dominante professionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé pour la longueur un peu du topo, et je reste disponible pour éventuelles questions. Ne sois pas désolé, Florian, c'était vraiment hyper intéressant, et surtout très intéressant d'avoir la vision d'un spécialiste du membre inférieur et du sport, et de se rendre compte à quel point tout ce que tu dis est extrêmement transposable, évidemment, à l'épaule et au retour au sport du blessé de l'épaule. La conceptualisation du retour au sport, le RTS, le Return to Sport, le Return to Play, ou retour au sport en français, c'est quelque chose qui est transversal, parce que les données que tu as évoquées
sont des données qu'on retrouve au niveau de l'épaule. La seule petite différence, c'est qu'effectivement, tout ce qui concerne le membre inférieur et notamment le genou a une avance considérable, d'au moins à mon avis une bonne dizaine d'années facile en termes de recherche sur l'épaule. Donc, vous avez déjà des données, vous commencez à parler de facteurs prédictifs, alors que nous, on est à peine à se demander quels sont les facteurs qui expliquent la blessure qui est déjà arrivée. Vous avez un temps d'avance sur le membre inférieur, et je pense que ce qui se passe au niveau du membre inférieur doit servir aussi l'épaule et le membre supérieur, puisque l'épaule, c'est quand même une articulation qui est très souvent blessée. Donc, on vous laissera poser des questions si vous le souhaitez tout à l'heure. Je vais te demander juste, Florian, d'arrêter le partage Le d'écran. partage, ouais. Et puis, je vais vous faire un topo rapide sur le contrôle neuromoteur. Ce sont des données qui sont transversales, encore une fois. Voilà. Je pense que vous voyez là mon écran. C'est bon? OK. Parfait. OK, merci Geoffroy. Donc, le contrôle neuromoteur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la définition est quand même importante. C'est un ensemble de processus nerveux et musculaires qui permettent de réaliser un mouvement déterminé et un geste performant. C'est cet ensemble-là, c'est comment dire l'ensemble de ces mécanismes-là qui, à la fin, va aboutir à un geste performant. C'est en fait une combinaison à la fois d'informations et d'actions de plusieurs articulations et de nombreux muscles de façon coordonnée, dans un temps déterminé, avec le dosage de force approprié et qui intègre un processus à la fois sensoriel corporel et également environnemental. Alors, dans la combinaison d'informations et d'actions, on retrouve donc les informations proprioceptives qui viennent des articulations et le contrôle musculaire. Alors, quand on regarde ce schéma issu d'un article de Ager de 2017, on a toute cette notion-là d'afférence et d'efférence qui viennent du cerveau vers l'articulation et qui en fait correspondent aux paramètres de la proprioception uniquement, qui est une des composantes du contrôle neuromoteur. Alors, en fait, tout ça se passe à la base avec une intention cérébrale, puisque le mouvement il est précédé d'une intention dans le cortex prémoteur, moteur, et puis ensuite, on a un influx du cerveau vers la moelle épinière, qui va ensuite rediriger cet influx-là vers les muscles qui produisent le mouvement. Il y a des informations proprioceptives qui vont intervenir au niveau des mécanorécepteurs, de tous les corpuscules, de Ruffini, de Pacini, tous ces récepteurs qui sont au niveau de l'articulation, de la capsule, des ligaments, des tendons, des jonctions myotendineuses. Et ces récepteurs-là, en fait, vont renvoyer l'information vers le système nerveux central qui va ajuster, modérer, pondérer le geste pour qu'il soit le plus abouti possible. Alors, en fait, ça arrive dans la vie de tous les jours. Et tout à l'heure, quand vous aurez décidé de prendre une bière, le simple fait de porter la bière à la bouche, eh bien, c'est quelque chose qui nécessite tout ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez, il a l'air très content parce qu'en fait, il n'a pas raté sa bouche. Il a amené le goulot juste à l'endroit de sa bouche et donc son épaule, son coude, sa main ont eu un ensemble de mouvements qui ont été coordonnés par le cerveau, qui ont été automatiques, qu'il n'a pas eu besoin de penser. Pourtant, cette information-là existait. Alors, bien évidemment, pour faire un geste comme celui-là, hors atteinte cérébrale grave, hors atteinte du système nerveux central, tout le monde est capable de faire cela. Pourtant, ça nécessite tout ce que je vous ai cité précédemment. En revanche, pour faire un mouvement un peu plus complexe comme celui-là, ça, c'est un geste sportif qui va nécessiter les mêmes mécanismes, mais avec plus de performance. Et on voit par exemple ici le joueur qui tend son bras à l'arrière et cette position-là de son bras gauche sur l'adversaire, enfin sur le concurrent, va lui donner des informations
par l'intermédiaire de son bras. Donc, ce sont des informations tactiles. Ensuite, il va se retourner, il va avoir des informations visuelles, il saute, il est en l'air, il se réceptionne sur un pied. Il va donc y avoir besoin d'informations et de régulation au niveau de son équilibre. Et donc, tous ces éléments-là constituent le contrôle neuromoteur. Et donc, pour un geste performant, comme par exemple un golfeur, j'ai fait exprès de montrer du basket et du golf, parce qu'on voit, et vous allez le voir tout à l'heure, que des lanceurs de handball, parce que le lanceur, le geste du lancer, est extrêmement présent dans la littérature scientifique, mais les gestes sportifs, ça n'est pas que ça. Pour le membre supérieur, il y a aussi des gestes qui nécessitent une performance, comme par exemple ce geste du golf. Et comme vous le voyez, c'est toute une chaîne cinétique qui se met en place, une chaîne cinétique qui va du bout du pied, des orteils, jusqu'en haut du club. Et donc, ce geste-là nécessite d'avoir, au niveau de chaque maillon de la chaîne cinétique, une bonne proprioception, un bon contrôle musculaire et postural au niveau des chevilles, au niveau du bassin, du rachis, des épaules évidemment, du coude et du poignet pour avoir un geste performant. Donc, c'est quand même tout un ensemble, ce contrôle neuromoteur, qui intervient la plupart du temps dans des chaînes cinétiques, comme l'a dit très bien Florian Forelli tout à l'heure. Alors, tout ne se passe pas dans les muscles et les articulations, car il y a également des afférences qui proviennent du regard, qui proviennent du système vestibulaire pour l'équilibre postural, qui proviennent même de l'ouïe, qui proviennent du toucher. Et ces éléments-là, on peut probablement les intégrer dans nos rééducations. Dans nos rééducations, avec peut-être des temps donnés dans les exercices que l'on donne, des temps imposés, des rythmes que l'on peut imposer également lors des exercices, une notion de stress que l'on peut aussi provoquer pendant les exercices, car l'émotion et le stress ont une influence sur le contrôle neuromoteur. Et donc, on peut peut-être provoquer de la surprise, des mouvements réflexes, des mouvements de chute qui vont générer probablement un contrôle moteur qui peut être altéré au moment de la rééducation, peut-être des éléments de précision et des éléments, bien évidemment, visuels avec des lasers, des éléments lumineux. On sait que ces éléments-là ont commencé à être mis en place déjà au niveau du genou. Ils commencent à peine à être mis en place au niveau du membre supérieur, mais on se rend compte qu'il y a des tests, par exemple le Shoulder Endurance Test qui a été proposé par Philippe Declève et ses équipes, est un test sur lequel il y a un rythme imposé, donc il y a un nombre de battements par minute. Je pense que Clémence va nous en parler tout à l'heure. Donc, ce qui est important sur le contrôle neuromoteur, c'est probablement pas tant sa compréhension et les mécanismes nerveux qu'on maîtrise plutôt maintenant, on comprend à peu près comment ça se passe, c'est pas tant celui de la rééducation, bien qu'il va falloir à un moment donné se soucier d'être un peu plus précis dans notre rééducation. Mais avant tout cela, le gros problème que l'on a, c'est son évaluation. Et Florian en a parlé tout à l'heure. Il y a déjà au niveau des membres inférieurs des labos qui permettent d'évaluer le contrôle neuromoteur et la proprioception au niveau du membre inférieur. Je crois qu'au niveau de l'épaule, on est encore au tout début de cela et qu'il y a beaucoup de recherches encore à produire pour nous faire comprendre comment agit notre corps par rapport à notre épaule et notre épaule par rapport au reste du corps. Voilà, je vous remercie. Je vais donc passer à présent la parole à Clémence. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais donc passer la parole à Clémence qui maintenant va nous proposer un topo sur l'instabilité antérieure de l'épaule et qui, comment dire, va nous expliquer tout cela. Alors, juste une seconde, Clémence. Est-ce que tu peux juste parler pour voir si on t'entend? Non, alors attends. Il faut que je te redonne la parole, excusez-moi, parce que j'ai coupé les micros. Voilà. Allez, là, Voilà, Clémence, on devrait t'entendre maintenant. ouais, là, vous m'entendez, c'est bon? C'est parfait, Clémence. Tu as la parole pour nous parler donc d'instabilité antérieure de l'épaule. Donc, on a parlé avec Florian des grands principes de ce qu'était la proprioception, le retour au sport, le contrôle neuromoteur. Maintenant, on arrive sur la partie pathologique. Alors, du coup, nous, on va s'intéresser donc à l'instabilité antérieure. Avant ça, on va faire quelques petits rappels un petit peu
mécaniques, biomécaniques qui me semblent quand même assez importants. Oh, si ça veut bien marcher. Alors, il faut se rappeler d'abord que l'épaule, c'est une articulation qui est stable, comme on peut le voir sur ce mouvement d'haltérophilie. Voilà, donc on a un gros contrôle de l'épaule pour venir soulever des charges qui sont quand même très, très lourdes. Et l'épaule, c'est aussi une articulation qui est très mobile, comme on peut le voir sur ce jeune handballeur, filmé par mon collègue Nico au pôle. Donc, c'est un gardien qui fait une relance. Vous allez voir la grande mobilité d'épaule qu'il a. Voilà. Tac. Du coup, pour permettre sa stabilité, l'épaule, elle a des stabilisateurs passifs et actifs. Donc, dans les stabilisateurs passifs, on va retrouver l'articulation gléno-humérale en elle-même, notre labrum qui vient agrandir la surface de contact. Elle fait un effet cale ainsi qu'un effet ventouse grâce à une pression négative. On a ensuite la capsule et les ligaments. Donc, les ligaments, c'est des épaississements capsulaires. Ils partent du haut et ils vont vers l'avant et le dessous. Donc, on a notre ligament gléno-huméral inférieur qui est très important. Vous allez le voir par la suite parce que c'est un ligament qui vient se tendre au fur et à mesure que le bras va en rotation externe et abduction. Donc, c'est un mouvement qui nous intéresse notamment dans les sports overhead comme le handball. Ensuite, on a notre proprioception et notre contrôle neuromusculaire comme Fred vient d'en parler et les insertions musculaires. Ensuite, on a plutôt les stabilisateurs actifs. Donc là, ça va être tous les muscles. On va avoir donc les muscles de la coiffe des rotateurs qui vont venir contrôler la translation de la tête humérale lors des mouvements. Notre deltoïde, la longue portion du biceps qui va participer aussi un petit peu à la stabilisation antérieure en mouvement d'abduction et rotation externe. Et aussi nos muscles scapulaires qui vont nous permettre un contrôle scapulaire. C'est-à-dire que l'omoplate, si déjà elle n'a pas un bon positionnement, forcément, la gléno-humérale derrière va avoir du mal à fonctionner. Donc déjà, le socle de notre stabilité, c'est la scapula. Donc, on va revenir sur un petit peu d'épidémiologie. Donc, la luxation d'épaule, c'est la luxation la plus fréquente du corps humain, avec une incidence de 8 à 25 pour 1000 personnes par an. Donc ça, c'est dans une population générale. 95% sont antéro-inférieurs. Donc là, on va s'intéresser surtout à celle-là et Mika parlera des autres juste après. Donc, on les retrouve surtout chez les jeunes athlètes et chez une population active. Donc, les jeunes athlètes, ils ont 10 fois plus de chances, on va dire, de se luxer l'épaule que des sédentaires, par exemple. Et 50% des luxations d'épaule proviennent entre 15 et 29 ans. Et on en retrouve aussi plus chez les hommes que chez les femmes. Donc, notre luxation, on va pouvoir la classifier. Donc, il y a plusieurs classifications. Là, j'ai choisi celle-là parce qu'elle est assez facile. Donc, suivant la fréquence, donc si c'est le premier épisode, c'est occasionnel, donc entre 2 et 5 épisodes, ou si c'est récurrent, donc c'est plus fréquent, c'est supérieur à 5 épisodes. L'étiologie, donc si elle est traumatique ou atraumatique, donc on verra sur les instabilités antérieures que c'est essentiellement traumatique. Sa direction, donc elle peut être antérieure, postérieure, inférieure ou avoir plusieurs directions. Et sa sévérité, donc on a la subluxation, donc ça c'est une réduction spontanée, donc c'est typiquement le joueur qui dit j'ai senti l'épaule partir, mais ça s'est remis de suite. Et par contre, la vraie luxation, qui là nécessite la réduction par un tiers. Donc en général, je vous déconseille de le faire sur un terrain, de toute façon c'est interdit, c'est un acte médical, d'accord ? Donc après cette luxation, on a des mécanismes lésionnels, donc soit le bras en abduction, rotation externe. Donc ça, c'est typiquement lors d'un shoot, par exemple, où on vient se faire contrer à distance. Donc la force, elle n'est pas directement appliquée sur l'épaule, mais ça va être plutôt sur le coude ou le poignet. Ensuite, on va avoir des chutes directes sur le bras, donc on en voit beaucoup au rugby. Et un dernier type qui est un peu moins fréquent, ça va être une force postérieure exercée sur l'arrière de l'épaule. Donc, sur notre examen clinique, donc, le plus important, ça va être notre interrogatoire. Donc, le patient, quand il s'est luxé l'épaule, il le sait, hein, il n'y a pas besoin, on va voir, il y a des tests après, mais vous allez rarement les faire, ces tests-là. Donc, ça va être l'interrogatoire le plus important.
le mécanisme lésionnel, savoir comment il est tombé, s'il s'est fait arracher le bras sur un contre, voilà. Et ça va être de savoir aussi si c'est son premier épisode ou si c'est une luxation récurrente. S'il y a plus de 2-3 luxations. Donc, sur les tests spécifiques, on a le test d'appréhension. Donc, on vient placer le bras en mouvement d'abduction, rotation externe. Si le patient a peur d'aller dans cette position-là, le test est positif. On a le test de relocation. Donc là, on vient appuyer sur la tête humérale. On fait le même geste. Et là, normalement, le patient doit se sentir mieux parce que du coup, on a un maintien au niveau de sa tête humérale. Et après, on a le surprise test que je vous déconseille de faire. On vient appuyer sur la tête humérale et d'un coup, on vient lâcher. En général, si vous faites ça au patient, il ne va pas être content. Donc, du coup, comme je le disais juste avant, est-ce qu'ils sont pertinents à faire en clinique? Le patient, il le sait qu'il s'est luxé l'épaule. Il y aura une radio de fait. Vous n'allez pas souvent utiliser ces tests-là en diagnostic. Vous allez plutôt les utiliser sur des tableaux cliniques un peu plus complexes, sur des tableaux d'un peu de subluxation. Voilà. Mais quand le patient il s'est luxé l'épaule, il le sait et il n'y a pas besoin forcément de faire ces tests-là. Et après, donc, on aura notre imagerie pour voir un petit peu les lésions associées qui vont être importantes par la suite pour voir un petit peu sur les récidives. Donc, en lésion associée, celle qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est une lésion de Bankart. Donc, c'est une lésion du labrum. Du coup, c'est une avulsion capsulaire antéro-inférieure du bord glénoïdien. Donc, il y a un détachement du ligament gléno-huméral moyen et inférieur. On se rappelle que notre ligament gléno-huméral inférieur, c'est un important stabilisateur passif en mouvement d'abduction et rotation externe. Ensuite, on peut avoir aussi un Boni Bankart. Donc ça, c'est une fracture du bord antérieur de la glène. Donc quand la tête humérale part vers l'avant, elle vient fracturer la glène. On peut avoir aussi une encoche de Hill-Sachs. Donc ça, c'est l'inverse. Quand la tête humérale, soit elle peut fracturer la glène, soit c'est la glène qui peut venir impacter la tête humérale. Donc souvent, on retrouve les deux. On peut avoir aussi une fracture du tubercule majeur. C'est quand même beaucoup plus rare et on va retrouver ça chez les personnes un peu plus âgées. Et on peut avoir des atteintes neurologiques. Je pense qu'il ne faut pas les négliger, ces atteintes-là. Il y en a et c'est vraiment important de ne pas passer à côté de ça et de faire un examen neuro si jamais on a des doutes là-dessus. Ça m'est déjà arrivé en cabinet, donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Et on peut aussi avoir une rupture de la coiffe des rotateurs. Pareil, c'est un peu plus rare et on va retrouver ça chez les personnes plus âgées aussi. Donc, la probabilité d'instabilité, donc là, comme vous pouvez voir sur le schéma, donc on a une courbe qui représente les hommes, le risque de récidive chez les hommes en bleu et le risque de récidive chez les femmes en rose. Donc, on peut voir que le taux de récidive est quand même très important entre 15 et 20 ans. Il est quand même presque de 90%. Donc, voilà, c'est un facteur à ne pas négliger. Donc, justement, qui risque de se reluxer? Donc, on va avoir des facteurs intrinsèques qui vont être le fait d'être un homme, qui augmente le risque qui multiplie le risque de récidive par 3. L'âge, inférieur à 40 ans. On va avoir si le patient présente une hyperlaxité. Et on va avoir des facteurs extrinsèques. Donc ça va être par exemple plutôt le sport pratiqué par le patient, son poste de jeu, la surface de terrain et surtout les lésions associées. Alors, comme on l'a vu avant, les lésions associées, c'est des lésions des stabilisateurs. Et nos stabilisateurs, s'ils ne sont pas là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Maintenant, on va voir au niveau de la rééducation, des traitements, pardon. Donc, il peut y avoir un traitement orthopédique ou un traitement chirurgical. Donc, conservateur. Donc, au niveau du traitement conservateur, ça va être plutôt les patients concernés, ça va être plutôt au niveau du premier épisode, des patients non sportifs. En général, les chirurgiens n'aiment pas opérer dès la première luxation. Il n'y a pas tellement de consensus là-dessus. Ça peut être compliqué de dire à un jeune de 15 ans sur une première luxation de se faire opérer. Donc, en général, quand même, les chirurgiens aiment bien attendre la deuxième, voire troisième luxation. Au niveau de l'immobilisation, aucun consensus pour le moment. Personne ne sait, il n'y a pas vraiment d'avantage, on va dire, à être immobilisé en rotation externe, en rotation interne ou ne pas être immobilisé. Pour l'instant, il n'y a aucun consensus là-dessus. Et après, on peut avoir un traitement chirurgical. Donc,
Là, ça va être des patients plutôt sportifs avec des instabilités récurrentes. Donc, en chirurgie, il y a le Bancart. C'est une réparation anatomique du labrum et des lésions ligamentaires. Donc, on vient tout simplement, c'est la petite image qui est ici, on vient tout simplement réparer ce qui est abîmé. Après, on va avoir le Latarjet, donc c'est la butée coracoïdienne. Donc là, c'est un déplacement de la coracoïde sur la face antérieure de la glène qui va nous permettre un triple verrouillage. De par le tendon conjoint qui va agir comme une écharpe sur le subscapulaire lorsque le bras il va être en abduction et rotation externe. On va avoir aussi du coup un ajout d'os qui va nous augmenter notre diamètre osseux et donc la congruence. Et on va avoir aussi la capsule inférieure qui va être renforcée par la partie du ligament coraco-acromial. Et on commence un tout petit peu à parler, là, par le docteur Collin, du dynamique antérieure stabilisation. Donc là, on vient prendre la longue portion du biceps, on fait un tunnel entre le subscapulaire et on vient fixer cette longue portion du biceps ici. Et du coup, on retrouverait notre effet hamac qu'on a sur le Latarjet. Donc, le choix du traitement, il va se faire en fonction de la présence de blessures associées, de l'âge du patient, du sexe, du niveau d'activité sportif, du sport pratiqué, de la présence de laxité, et ainsi que de la récurrence. Donc, au niveau de la rééducation, donc, que ce soit pour l'épaule instable non opérée ou opérée, la rééducation, c'est la même. Il y a juste des temps qui vont changer parce qu'il n'y aura pas de temps d'immobilisation post-opératoire, par exemple. Donc, le principe, ça va être de diminuer la douleur, de normaliser la cinématique articulaire, de restaurer la stabilité de l'épaule grâce à notre coiffe dérotateur et à nos muscles scapulaires, de reprogrammer le complexe neuromusculaire de l'épaule, comme Frédéric l'a expliqué juste avant, de retrouver confiance en son épaule. Chez les sportifs qui présentent des instabilités, l'appréhension est un gros facteur, de ramener le patient à son niveau pré-blessure. Voilà. Du coup, pour la prise en charge, elle va être précoce en fonction de la douleur, donc avec une douleur monitorée. Précautionneuse au départ, il faut respecter le geste chirurgical qui a été pratiqué. Elle va être progressive, contrôlée, spécifique et puissante dans les dernières phases. Okay, il faut ramener le patient au sport, donc il faut quand même être puissant à la fin. Du coup, notre rééducation va se faire surtout en 3 phases. On va avoir une phase aiguë, donc là, ça va être une phase de protection. On va avoir une phase de renforcement et une phase de retour au sport spécifique et de retour au sport. Donc, sur notre phase aiguë, le plus important, ça va être de protéger la réparation chirurgicale. Donc là, le protocole d'immobilisation, il sera décidé par le chirurgien. Ils n'ont pas tous les mêmes protocoles. On va autoriser le patient à récupérer les amplitudes passives sans causer de stress inapproprié aux structures. Donc, on va l'encourager à venir récupérer en automobilisation sa flexion. On va limiter la rotation externe quand même à 20-30 degrés pour ne pas mettre trop de contraintes sur le subscapulaire. On va pouvoir travailler quand même le contrôle neuromusculaire et on va éviter le déconditionnement. Donc, même si c'est une phase d'immobilisation, on peut quand même travailler en kiné. Donc là, par exemple, c'est du contrôle neuromusculaire scapulaire, c'est l'écart scapulaire. Et on va pouvoir aussi travailler l'autre côté. Donc là, par exemple, on est opéré du côté gauche. Ça n'empêche pas de travailler l'épaule droite. D'accord ? Voilà, ça évite le déconditionnement et ça permettra déjà de conditionner l'épaule gauche à travailler par la suite. Ensuite, on va avoir notre phase de renforcement. Donc là, on va poursuivre la récupération des amplitudes et on va restaurer les amplitudes actives. Au niveau musculaire, on va continuer notre travail neuromusculaire dans les amplitudes acquises, donc notre travail neuromusculaire qui sera de plus en plus dur. On va pouvoir intégrer la chaîne cinétique, donc qui est importante dans les sports, comme Frédéric l'a montré sur le golfeur. On va pouvoir travailler encore plus les muscles stabilisateurs scapulaires et de la coiffe des rotateurs et travailler notre gainage. Donc, précaution. Il faut faire attention au choix des exercices, de ne pas mettre trop de contraintes sur le geste chirurgical. Il faut être très progressif sur 6 à 8 semaines sur un Latarjet, par exemple. Donc, en phase de renforcement, on va pouvoir utiliser des petits exos faciles déjà pour commencer, avec de l'activation de coiffe, du travail du trapèze, et après proposer des exercices de plus en plus durs, comme avec du tirage menton. On va pouvoir
solliciter le contrôle neuromusculaire. Le travail de gainage avec nos muscles scapulaires. Voilà. Tac. Et on va intégrer la chaîne cinétique, d'accord, qui est importante dans de nombreux sports, notamment les lancers. On va l'intégrer très rapidement. Pouvoir faire un travail de stabilisation sur un push press, par exemple. Et ensuite, on va atteindre notre phase 3, c'est notre phase spécifique et de réathlétisation, notre phase spécifique au sport et de réathlétisation. Donc là, on va tout travailler. On va travailler la force, la puissance, l'appréhension. Donc, c'est une phase où il faut être quand même assez fort et il faut travailler dans tous les secteurs. Donc, on va préparer le retour au sport. On va retrouver les amplitudes nécessaires aux gestes sportifs. Il faut être fort dans les amplitudes extrêmes demandées par le sport. Et au niveau musculaire, donc on va vraiment renforcer, on va travailler la force, la puissance, la stabilité, le renforcement overhead, l'appréhension, la proprioception, le contrôle neuromusculaire. Il faut être très, très, très puissant sur cette phase-là et ne pas l'oublier. En général, on a tendance à s'arrêter à notre phase 2. À la fin de notre phase 2, on a du mal à venir dans cette phase 3. Donc, parce que si on fait ça chez le kiné avec des petits élastiques et que finalement, sur le terrain, on se retrouve avec ça, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, du coup, sur cette phase spécifique, il faut vraiment préparer l'épaule à la pire chose à laquelle elle va devoir être exposée. Donc, par exemple, on va travailler l'appréhension, voilà, qui peut persister chez beaucoup de patients après instabilité d'épaule et qui est très importante à travailler. On va pouvoir travailler un peu plus en puissance avec des jerks et un travail de pliométrie. Du coup, c'est une phase où le mécanisme lésionnel est aussi important à travailler. Par exemple, si notre patient il s'est fait mal en tombant, en chutant, par exemple, au rugby, il faut venir retravailler ces mouvements-là. Et ensuite, sur cette phase-là, on va avoir le retour au sport, comme Florian nous en a parlé tout à l'heure. Donc, je vais faire une diapo très, très rapide dessus, parce qu'il faudrait un webinaire entier là-dessus, je pense. Du coup, on va avoir nos tests psychologiques. Donc, c'est le SI-RSI. Pour l'instabilité, ça va être, c'est comme la CLRSI, donc ça va être plusieurs questions sur le fait de se sentir confiant à reprendre le sport, le confiance en son épaule. On va regarder la mobilité, donc notamment notre GERD, donc ça va être le déficit de rotation interne et notre total range of motion, donc l'amplitude complète qu'on va avoir sur l'épaule en rotation interne et en rotation externe, qu'on va comparer à l'autre côté. Donc, on sait que chez les sportifs de lancer, on va chercher à avoir plus de mobilité sur le côté lanceur, le côté de shoot, que le côté controlatéral. On va regarder notre force. Donc, suivant la position, on attend des ratios de 1 entre la rotation externe et la rotation interne. Et pareil, on essaye d'avoir plus de force du côté lanceur. Et on va voir nos tests fonctionnels. Donc, il y en a plusieurs. Le plus important, c'est de faire une batterie de tests. On a un petit peu de retard par rapport à tout ce qui se fait sur le genou. Et je pense que ça va se développer dans les années à venir. On a quelques tableaux de référence, mais voilà, il faut quand même les faire. Donc, on va avoir le lancer de medicine ball à 2 mains, donc le SMBT. On va avoir le unilatéral. Là, ça va être du lancer de medicine ball à 1 main. On va avoir le CKC, donc ça va être en position de gainage en 15 secondes, venir le plus de fois toucher la main opposée. On va avoir le Y balance test, donc c'est le pareil que sur le membre inférieur. On va pousser des plots le plus loin possible en position de gainage. Le posterior shoulder endurance test avec un métronome. On va devoir venir faire des mouvements de rotation externe et abduction suivant un métronome où la cadence va augmenter chaque 20 secondes. Le upper limb rotation test où on est en position de gainage et on va venir faire une rotation du buste pour toucher le mur où on va évaluer notre chaîne cinétique. Et voilà. Et il y en a plein d'autres qui sont proposés, mais les plus référencés dans la littérature, c'est ceux-là. Donc, pour les choses les plus importantes à retenir, c'est qu'il faut protéger la réparation chirurgicale pendant 6 à 8 semaines. Donc, il faut être précautionneux au départ. Il faut mobiliser rapidement pour éviter la raideur. Il faut éviter le déconditionnement. Donc, très rapidement, on peut ramener le patient sur un vélo, sur de la course à pied ou sur de l'entraînement de l'autre côté, sur l'autre épaule. On va travailler la stabilité scapulaire, la proprioception et le contrôle neuromusculaire. On va restaurer les amplitudes nécessaires pour la pratique sportive. Donc là, comme on le voit, le patient
Le joueur, il a besoin d'énormément de rotation externe, donc il doit retrouver sa rotation pour son geste sportif, pour son pattern de mouvement. Il faut redonner confiance au patient à son épaule. Donc la confiance, on la retrouve en la travaillant. Si on ne la travaille pas, on ne la retrouve pas. Il faut lui faire retrouver son niveau pré-blessure. Il faut restaurer une fonction musculaire progressivement les 2 premiers mois et après réathlétiser l'épaule par la suite. Et en fin de rééducation, il faut être fort dans les amplitudes extrêmes demandées par le sport. En fait, il faut développer de la force dans les secteurs extrêmes parce que c'est ces secteurs-là qui sont potentiellement pourvoyeurs de blessures. On peut voir ici sur un contre, il faut être assez fort pour venir stabiliser notre épaule dans cette position-là. Et voilà, c'est la fin. Merci à tous pour votre attention. Ok, merci Clémence pour ce topo sur l'instabilité antérieure de l'épaule. Merci. Je ne t'avais pas présenté, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Tu es kinésithérapeute, évidemment. J'essaye de retrouver mon truc là. Voilà. Tu es kinésithérapeute. Tu es, spécialisé dans la prise en charge des patients sportifs du lancer, notamment. Tu es affilié à la Fédération française de handball du Congo, c'est ça? La Fédération du Congo, ouais. Du coup, elle n'est pas française. Fédération du Congo, ah ouais, ça c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Donc tu es très orienté sur la prise en charge des handballeurs, handballeuses. Donc tu as parlé effectivement de ce jet du lancer, de ces GERD, de ces Total Range of Motion en rotation, etc., qui sont spécialistes des lanceurs, des lanceuses, qu'on ne retrouve pas dans tous les sports. Par exemple, les nageurs et les nageuses n'ont pas de différence entre leurs 2 bras. Ils ont des grandes amplitudes globales d'épaules. C'est complètement différent et pourtant, ils peuvent souffrir aussi d'instabilité antérieure. C'est très fréquent en natation. Donc, on va prendre vos questions après. J'aimerais aussi avoir le retour de Geoffroy à la fin de ce topo sur notamment la partie de chirurgie que tu as abordée parce que j'aurai des questions à poser par rapport aux éléments que tu as avancés. Et puis, vous pouvez poser aussi vos questions sur les chats. On les regardera tout à l'heure et on y répondra tout à l'heure. Donc, merci pour ce topo. Tu as évoqué donc rapidement les différents tests fonctionnels. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, tous les CK tests, ULRLT, etc., vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Épaule au top. On a fait des vidéos avec Clémence. Ils sont tous référencés. Je crois même qu'il y a une playlist spéciale test fonctionnel d'épaule. Et comme ça, vous les retrouvez tous. Ils sont expliqués, référencés. Et je pense que ce sont des bons tests d'épaule. Seulement, encore une fois, comme on est très en retard au niveau de l'épaule, on n'a pas de données normatives, sauf peut-être sur le CKCUS test, avec quelques travaux là-dessus, mais tous les autres, il n'y a pas de données normatives. C'est des données comparatives, une épaule par rapport à l'autre, c'est très faible. Et du coup, en fait, ce sont des bons exercices aussi parce qu'ils sont objectifs dans leur évolution. Alors, je vais maintenant passer la parole à Michael. Alors, Michael, je vais rechercher ici pour lui. Ah bah, non, il n'est pas muet. Donc, normalement, Non, Michael, j'ai réussi à me désactiver. tu as désactivé. Parfait. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Je te laisse partager le tien. Voilà, c'est super. Donc, Michael est kinésithérapeute. Il travaille à Daumont au centre Orthosport avec Florian Forelli, que vous avez vu tout à l'heure, qui est également kinésithérapeute au centre Orthosport. Donc, il est spécialisé, Michael, dans la prise en charge également des sportifs du lancer, donc des épaules notamment, parce que chez les sportifs du lancer, il y a beaucoup de traumatismes aussi du membre inférieur et du genou, mais son orientation est plutôt celle de l'épaule. Et donc, il va nous faire un topo sur une pathologie, sur un ensemble de pathologies qu'on aborde peu souvent parce que ça a été récemment démembré, notamment par les chirurgiens et la Société française d'arthroscopie. Geoffroy nous en parlera. C'est l'instabilité postérieure de l'épaule. Donc, c'est un topo vraiment très intéressant. Je te laisse la parole, Michael, et merci d'être là pour nous présenter ça. Eh ben merci à toi déjà et merci à vous tous. Donc en effet, je vais vous faire un topo d'une dizaine de minutes sur l'instabilité postérieure et l'instabilité multidirectionnelle. Déjà, juste pour commencer en quelques chiffres, l'instabilité postérieure, on estime entre 2 et 10% de toutes les instabilités. Donc c'est aussi peut-être une raison pour laquelle on n'y a pas
pour l'instant énormément de connaissances, contrairement à l'instabilité antérieure. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que ça va toucher principalement une population de jeunes athlètes ou de sportifs de lancer. Et donc, on va pouvoir retrouver au cabinet des patients qui vont être des nageurs, des tennisman, des gymnastes. Et de plus en plus, on va avoir des sports type crossfitter, donc des sports qui nécessitent du contrôle et des charges lourdes, on va dire, en position extrême, un peu comme Clémence en a parlé tout à l'heure. À mon sens, et Geoffroy pourra peut-être nous donner son avis, c'est une pathologie qui est souvent mal diagnostiquée parce que sous-évaluée de tout le corps médical, aussi bien, et là je vais peut-être me mouiller un petit peu, et c'est pour ça que Geoffroy pourra donner son avis, aussi bien des médecins que des radiologues, que nous en tant que rééducateurs, parce que justement on a un manque de connaissances sur cette pathologie-là. Aujourd'hui, on va traiter principalement de l'instabilité atraumatique. Donc, l'instabilité postérieure, on a les deux de sorte, soit traumatique, mais celle qui va nous intéresser le plus ici, ça va être l'instabilité traumatique, qui va concerner deux types de patients. Donc, les patients, comme je disais tout à l'heure, qui sont principalement des jeunes athlètes et qui vont, eux, avoir des micro-traumatismes avec des surutilisations de l'épaule, on en parlera tout de suite après, sur des schémas musculaires qui vont être complètement anormaux ou défaillants. Et puis, ce qu'on va développer par la suite et qui va nous faire, on va dire, notre grande base pour comprendre la physiopathologie, c'est tous les patients qui vont présenter des troubles des tissus articulaires et périarticulaires. Donc, pour comprendre un petit peu justement ce deuxième cas, Moroder en 2019 a mis en évidence, en tout cas a développé une classification des instabilités d'épaule. Alors, il en existe plein dans la littérature. Moi, j'ai ressorti celle-ci parce que je trouve que c'est une qui est très parlante, et qui est assez pertinente. Et il a défini l'instabilité postérieure fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'instabilité postérieure fonctionnelle? Ça va être des patients qui vont être capables de se luxer à cause d'un schéma d'activation musculaire pathologique de la coiffe des rotateurs et des muscles périscapulaires. Et ce qui va être intéressant, et on va le voir par la suite, c'est que ce schéma musculaire anormal, cette instabilité postérieure, elle va être accompagnée, ou en tout cas elle peut être accompagnée, parce que ce n'est pas toujours le cas, d'anomalies ou de déficits qui vont être des déficits structurels, acquis ou innés. De cette façon, on va retrouver des patients qui, comme j'ai dit, vont être capables de se luxer de façon dynamique ou alors de façon statique, c'est-à-dire sans mouvement, et puis avec des luxations qui vont être volontaires ou involontaires. Pour donner un exemple, le cas d'un patient que j'ai traité, qui était capable de se luxer en direction postéro-inférieure, principalement inférieure, lui, en position statique, il était capable de reproduire sa luxation sans forcément bouger son bras. Le cas d'une deuxième patiente ici, qui est une patiente que vous avez peut-être déjà rencontrée en pratique, qui est une patiente qui est capable de se luxer volontairement à 90 degrés d'élévation en adduction rotation interne. Et ces patients-là, on va tout de suite aborder déjà un premier conseil que nous, on peut donner en rééducation, c'est de leur demander de s'arrêter de se luxer, tout simplement parce qu'en fait, contrairement à l'instabilité antérieure, ces patients vont être capables de reproduire leur mécanisme de luxation des dizaines de fois. On va être sur une population qui va être jeune, donc des fois, il y a un côté ludique, ils vont faire ça pour amuser les amis, pour eux aussi s'amuser eux-mêmes, et donc reproduire cette instabilité-là, cette luxation-là, on va dire, des dizaines de fois. Sauf qu'on sait qu'au fur et à mesure, on peut avoir des atteintes structurelles qui vont être de plus en plus présentes à force de faire ce mécanisme de luxation. Donc vraiment, un des premiers conseils qu'on va demander à notre patient, c'est d'arrêter tout simplement de reproduire ce schéma-là. Donc, on a parlé d'une modification de schéma musculaire. C'est Jaggi en 2012 qui a travaillé justement sur les schémas d'activation musculaire dans les instabilités et qui a mis en évidence que pour une instabilité postérieure fonctionnelle, en tout cas pour les instabilités postérieures, on va avoir une hyperactivité des grands muscles, donc principalement du grand dorsal et du grand rond. Et en contrepartie, on va avoir une diminution de l'activité de la coiffe de rotateur postérieur. Alors, pourquoi ce schéma musculaire, finalement, cette balance va être en faveur d'une instabilité postérieure, tout simplement parce que la coiffe des rotateurs, qui a une activité justement, qui a un rôle de centrage de la tête humérale, de centrage de la tête humérale, ne va plus du tout jouer son rôle. Et donc, les seuls muscles stabilisateurs qui finalement sont sur la tête humérale sont principalement le grand dorsal et le grand rond. Et leur mouvement de force, en tout cas leur vecteur de force, fait qu'ils vont venir tirer la tête humérale principalement en postéro-inférieur. Donc, c'est vraiment cette balance musculaire, ce schéma musculaire anormal qui va, en mouvement, privilégier justement une translation postérieure de la tête humérale. On a parlé également de lésions associées, donc de lésions structurelles acquises ou innées qui peuvent être associées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme lésions associées? Alors,
Une des premières lésions, qui d'ailleurs n'est pas forcément une lésion, mais qui est plutôt un des facteurs de risque, c'est l'hyperlaxité. L'hyperlaxité, il a été montré maintenant, on voit de plus en plus dans la littérature qu'on sait que c'est un facteur de risque à l'instabilité multidirectionnelle. Alors, c'est l'occasion également de définir un petit peu l'instabilité multidirectionnelle. L'instabilité multidirectionnelle, c'est une instabilité qui va être dans différentes directions, avec principalement, on va retrouver la plupart du temps une direction postéro-inférieure. Et on sait que du coup, l'hyperlaxité va être un des facteurs de risque de cette instabilité multidirectionnelle. Une première lésion qui va être associée à cette instabilité postérieure, qu'on va pouvoir retrouver, qui n'est pas toujours pas toujours présent, mais qui est retrouvable, et peut-être Geoffroy pourra nous en parler un petit peu plus, c'est la forme de la glène, une glène qui va être un peu trop aplatie, qui va manquer de concavité, tout simplement va permettre et va favoriser la translation postérieure de la tête humérale. Et de la même façon, une rétroversion de la glène un peu trop importante, pareil, va également favoriser une translation postéro-inférieure de la tête humérale. La troisième lésion qui va être associée, ça va être une lésion qui va plutôt toucher la capsule, avec une capsule postérieure qu'on va définir comme lâche, qui va être un petit peu trop volumineuse, qui ne va plus assurer son rôle, et Clémence nous en a parlé, son rôle de stabilisateur passif, et donc de fait permettre une hypermobilité postérieure de la tête humérale. La tête humérale va pouvoir partir un petit peu plus postérieure plus facilement, justement parce qu'on n'a plus ce frein qui va le retenir. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu la physiopathologie, on va regarder, on va aller voir quelques points importants que nous, on peut retrouver chez nos patients, que vous pouvez retrouver chez vos patients en pratique. En tout cas, cet examen clinique va s'orienter autour de 4 points. Le premier, c'est la douleur, et c'est là où c'est intéressant. Et à mon sens, c'est là aussi où le diagnostic en tant que nous, rééducateurs, est un petit peu vicieux, et on passe à travers, tout simplement parce que c'est une douleur qu'on va retrouver principalement face antérieure d'épaule. La plupart du temps, les patients, quand ils vont se fixer postérieurement ou quand la tête humérale va partir postérieurement, elle va venir étirer les structures antérieures, et donc on va avoir cette douleur qui va être assez caractéristique au niveau principalement du long biceps, et vraiment face antérieure, et qui va justement définir aussi un petit peu cette pathologie-là. Le deuxième point qu'on va pouvoir retrouver à l'examen clinique, ça va être tout ce qui va être en lien avec la mobilité. On ne va pas avoir de raideur dans cette pathologie ici. On va avoir plutôt une hypermobilité postérieure de la tête humérale avec une translation, un glissement postérieur, qu'on vient la tester, qui peut être exacerbé par rapport à l'autre côté. On peut avoir également une rotation externe, par exemple coude au corps, qui peut être augmentée parce qu'on va être dans la plupart du temps sur un terrain de laxité ou d'hypermobilité chez notre patient. Et puis, ce qui va être intéressant à retenir, c'est cette diminution de la rotation interne, donc de 90 degrés à quasiment jusqu'à 0 degré, dans tous les secteurs d'amplitude. Cette rotation interne va être diminuée de façon très notable par rapport à l'autre côté, qui va en plus créer des douleurs, et on va avoir un arrêt qui va être un arrêt franc. Tout simplement, la tête humérale, en fait, quand elle va venir glisser en rotation interne, elle va venir glisser en postérieur et elle va se bloquer. Donc, on va avoir vraiment ce blocage en rotation interne quand vous allez en comparatif, contrairement à l'autre côté. Le quatrième point, qui est aussi un point assez important, ça va être le visuel et palpatoire. On peut avoir une amyotrophie du deltoïde postérieur principalement et du trapèze supérieur chez les patients qui vont avoir une grande quantité de luxation. Ça fait depuis très longtemps qu'ils se luxent comme ça volontairement. Donc, il y a un tonus musculaire qui n'a plus du tout son rôle. On l'a dit, on va avoir le schéma musculaire qui peut être anormal et modifié. Donc, on va pouvoir retrouver aussi la palpation, une hypertonie de tout ce qui va être grand dorsal, grand pectoral, et puis également du petit pectoral. Et deux éléments qui vont être assez caractéristiques de cette affection-là, c'est un bombement postérieur en morphodynamique, c'est-à-dire quand le patient va lever le bras, on va pouvoir voir vraiment sur des très grosses hypermobilités, des très grosses instabilités, un bombement postérieur justement au niveau du deltoïde postérieur qui correspond tout simplement juste à l'empreinte de la tête humérale. Un deuxième signe qui va nous orienter aussi vers cette pathologie, c'est la dyskinésie. Une dyskinésie qui va être très caractéristique de l'instabilité postérieure, puisque la scapula va partir lors d'un mouvement en tilt antérieur et en rotation interne. Tout simplement pourquoi? Parce que la tête humérale, quand elle part en postérieur, la seule façon qu'a la scapula de se placer pour justement offrir un plan de glissement à la tête humérale, c'est de venir justement en bascule antérieure et tourner vers l'intérieur. Donc, ces deux éléments vont également nous orienter à différents niveaux, encore une fois, vers cette affection-là. Et le quatrième point qu'on va pouvoir retrouver, ça va être tout ce qui va être en lien avec la force musculaire. On va retrouver une diminution
de la force en rotation externe, donc quasiment dans toutes les amplitudes, et puis une diminution de la force de poussée. Donc, quand vous allez demander à votre patient de pousser sur votre main, que ce soit dans toutes les amplitudes jusqu'à les amplitudes qui sont au-dessus de la tête, et ben, votre patient va vous décrire justement une faiblesse musculaire, où là, on va pouvoir observer des mécanismes compensatoires parce que justement, il y a plus cette force liée au décentrage de la tête tumérale, à l'instabilité de la tête tumérale. On va également pouvoir faire en pratique des tests cliniques. Donc, l'idée, là, on ne va pas les décrire complètement, mais c'est de les classer. Je les ai classés en 3 catégories. La première catégorie de tests, ça va être tout ce qui va être les tests en lien avec l'hypermobilité ou la laxité du patient. Donc, on va retrouver, par exemple, le load and shift test, où on va tester justement l'hypermobilité et le glissement de la tête tumérale. Et puis, le sulcus test et le test de Gagé, qui sont des tests d'hypermobilité qui vont être positifs, on va dire, qui vont être représentatifs si ça reproduit également la douleur du patient ou la gêne du patient. Des tests qui vont être beaucoup plus spécifiques à l'instabilité postérieure, qui vont être le jerk test et le KIM test. Ces 2 tests vont être des tests qui vont être principalement été décrits pour l'instabilité postérieure traumatique, pour diagnostiquer une atteinte du labrum postéro-inférieur. Mais en pratique, moi, ça m'arrive de le faire très fréquemment. C'est-à-dire que le jerk test va nous donner aussi une indication justement pour l'instabilité postérieure, sans forcément qu'il y ait de traumatisme, en tout cas pour que ça réponde favorablement justement à cette instabilité postérieure avec une reproduction de cette douleur face antérieure souvent. Et les 3e tests qu'on va pouvoir mettre en pratique, que vous allez pouvoir mettre en pratique pour l'instabilité postérieure, ça va être les modifications de symptômes avec le scapular assistant test et la modification sur la tête tumérale qui a bien été décrit par Lynn Watson. Tout simplement, pourquoi? Parce que la scapular assistant test, justement, on va aller lutter un petit peu contre cette dyskinésie en rotation interne et en tilt antérieur. Et puis, la modification de la tête tumérale, c'est assez sensé de comprendre que si on vient bloquer avec son pouce, par exemple, la tête tumérale en postérieur pour justement l'empêcher de reculer, et ben, on peut avoir, et normalement, on aura une amélioration une amélioration de nos symptômes, donc que ça soit aussi bien sur la mobilité comme sur la force. Donc, pour terminer, en quelques mots, je vais décrire un petit peu la rééducation, les grands principes de rééducation. La rééducation, et Frédéric elle en a assez bien parlé, on en a assez bien parlé pendant ce webinaire, ça va être avant tout sur un travail neuromusculaire et de contrôle moteur. En fait, il va s'agir de redonner au cerveau des informations pour réintégrer un schéma moteur, donc à travers un travail de contrôle scapulaire et huméral. Privilégier le travail des muscles qui participent à la sonnette latérale est primordial, et également de la coiffe des rotateurs, donc tout ce qui va être deltoïde, dentelé antérieur, trapèze, que ce soit trapèze supérieur ou inférieur, tous ces muscles qui viennent justement aller à l'encontre de cette dyskinésie-là. Et puis, également, un autre muscle qui va être très important dans cette pathologie, ça va être la deltoïde postérieure, puisque un bon deltoïde postérieur, justement, va créer un mur postérieur à la tête tumérale. Alors, de façon caricaturale, j'ai marqué on ne sert pas les omoplates parce que tout simplement, il y a autre chose à faire, bien autre chose à faire que travailler des fixateurs. Serrer les omoplates, tout ce que vous allez faire, c'est créer justement une plus grande voie de passage postérieure à votre tête tumérale. Donc, c'est juste pour contrebalancer et vraiment bien faire comprendre que c'est plutôt des muscles de la sonnette latérale de la rotation supérieure qu'il va falloir plutôt privilégier. Et puis, là, on a pris le cas extrême en tout cas des patients qui vont être capables de se luxer volontairement, où là, on va devoir avoir une progression qui va être une progression de votre éducation qui va devoir se faire en fonction des amplitudes articulaires. C'est-à-dire, si votre patient est capable de se luxer à 90 degrés déjà en élévation, c'est peut-être pas la peine d'aller retravailler un contrôle déjà dans cette amplitude-là, déjà retravailler juste du contrôle à 0 degré, en tout cas coude au corps, et puis au fur et à mesure monter. Par contre, c'est des patients qui, eux, vont avoir peut-être juste un schéma musculaire qui va être anormal sans forcément avoir de contrôle, enfin en tout cas de luxation volontaire, va peut-être intégrer une rééducation qui va être beaucoup plus, on va dire, athlétique, avec un travail neuromusculaire qui va être déjà beaucoup plus demandeur. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas s'il y a des questions. Eh ben, merci beaucoup, Michael, pour ce topo. C'est très intéressant, l'instabilité postérieure, c'est vraiment un monde à part. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Geoffroy, j'espère qu'il est encore là, va nous détailler peut-être une autre forme de démembrement, notamment l'instabilité postérieure volontaire, involontaire et l'épaule douloureuse et instable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis sur le chat, je surveille
Et puis, je peux dire s'il y a des éléments qui viennent, comment dire, à la discussion. Ce que je voulais dire également, donc Michael nous a fait donc ce super topo, c'est très bien. L'instabilité postérieure, c'est très fréquent dans nos pratiques. C'est sous-diagnostiqué. J'ai toujours l'habitude de dire que la capsulite était surdiagnostiquée et que l'instabilité post était sous-diagnostiquée. Donc, si vous avez des questions, on va laisser la parole à Geoffroy. Déjà, j'aimerais bien avoir ta conclusion sur l'ensemble de ces topos et puis des questions que je pourrais moi-même te poser éventuellement sur l'instabilité antérieure et les notions qui ont été abordées tout à l'heure. Merci à Frédéric de m'avoir invité, puis à tous les trois d'avoir fait ces topos pour lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que la vision du chirurgien est toujours un peu différente de la vision du kinésithérapeute. Et en fait, je vais reprendre chaque topo. Si Florian est encore avec nous, je ne sais pas s'il est encore avec nous, s'il a dû s'absenter. Bien sûr, il est là, il est là. Je suis là, j'avais juste désactivé mon micro. D'accord. Et En fait, cam. Florian, moi, alors, en tant que néophyte dans la prise en charge des patients, notamment qui ont une affection du membre inférieur, j'ai bien apprécié ton topo. Tu as expliqué qu'en fait, il fallait prendre le patient dans sa globalité. Mais j'ai 4 éléments qui me sont venus à l'esprit et sur lesquels j'aimerais que tu nous donnes une réponse. Alors, une réponse, on va dire peut-être en 1 minute, parce que en fait, j'ai 4 questions pour tout le monde et sinon, on va finir à 14h30. D'accord. Tu as dit le temps n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance et souvent on dit aux gens il faut tel temps, etc. Nous, chirurgicalement, et puis parce qu'on a les mains dans le corps humain, on pense que le temps a quand même une importance, notamment lorsque tu opères les gens et notamment pour la cicatrisation des tissus. Alors, si on part des patients opérés ou du patient qui est blessé, qui a une blessure, une grosse entorse de cheville ou de genou, je pense qu'il y a quand même un temps nécessaire au moins de cicatrisation des tissus. Et est-ce que tu sais, toi, si tu pourrais donner des grands temps qui, pour vous, le kiné, correspondent à 3 mois, 6 mois, 1 an. J'ai le sentiment, nous, qu'en épaule, quand on fait notamment après une luxation d'épaule et qu'on fait un bancard, on les fait reprendre trop tôt. Moi, j'avais la notion, par exemple, qu'après un croisé antérieur, c'est au moins 1 an pour reprendre le sport. Donc, est-ce que tu peux nous répondre rapidement pour un patient qui a une blessure sportif, il faut dire moyen, parce qu'on ne fait pas tous du sportif de haut niveau, le sportif de loisir, qui a une blessure opérée ou non opérée, complexe, de la cheville ou du genou, est-ce que la biologie, est-ce que le timing a une influence simplement pour la cicatrisation au niveau des tissus et comment est-ce que ça impacte ta pratique? Alors, c'est vrai que moi j'ai une pratique assez exclusive sur le LCA, enfin orthosport. Alors, en fait, c'est surtout si je stigmatise en gros le temps, c'est surtout ça doit pas forcément. Alors bien sûr, il faut respecter la cicatrisation, tu l'as très bien dit, qu'il y a un délai de cicatrisation de façon pour quel que soit le tissu, comme tu disais, opéré ou non opéré. Mais je stigmatise plus le temps par rapport à des fois des pratiques où on va vraiment se priver de choses pour en se disant bah non, faut que je respecte en fait le délai temporel. Par exemple, si je prends le cas surtout d'un LCA, voilà, on disait la course c'est 3 mois. C'est fortement dommage des fois de se dire bon bah si on reste sur ces 3 mois, j'ai peut-être un jeune aujourd'hui qui a 18 ans, qui est sportif, même amateur, mais qui pourrait recourir de manière un peu plus précoce, mais je vais le faire recourir de la même façon que quelqu'un qui n'a pas forcément cet aspect sportif. On va dire que voilà, sur le temps, je suis en fait plus mesuré et je préfère en fait surtout me caler par rapport voilà, aux objectifs du patient. Alors bien sûr, comme tu dis, on garde la cicatrisation tissulaire qui est importante. Ça, c'est sûr qu'il y a un élément temporel. Mais après, j'ai toujours tendance à dire, c'est vrai quand on dit J21, bah, entre J20 et J22, je ne suis pas sûr qu'il se passe plus de choses qu'à J21. Donc, c'est juste plutôt préférer on va dire une rééducation vraiment placée sur le patient et pas forcément que sur le temps. Voilà, c'est surtout par rapport à ça que je voulais intervenir quand j'ai dit le temps, faut s'en affranchir un petit peu. Voilà. Ok, j'avais une autre question chez le patient, qu'on va dire, pareil, sportif de loisir, et tu dis une rééducation insuffisante risque de favoriser la récidive. Alors, dans ton expérience sur le genou, est-ce que tu pourrais nous dire, en cas de récidive, d'accord, dans quel pourcentage de cas vous considérez que c'est un échec lié à la rééducation? Nous, les chirurgiens, souvent, on aime dire aux patients, par exemple dans la coiffe,
Ah, votre kiné, il a forcé, ça a répété, par exemple, ce qui est, à mon avis, totalement aberrant, mais ce qui est souvent dit. Est-ce que toi, tu as l'impression que dans les échecs après chirurgie du croisé, c'est souvent un échec de rééducation, ou alors c'est autre chose, un nouvel accident isolé, ou une mauvaise chirurgie, ou autre chose. Donc, est-ce que le kiné est vraiment responsable des échecs de rééducation, ou en tout cas des échecs de chirurgie? Écoute, non, pas forcément. Il y a plusieurs paramètres, c'est vrai, comme tu as dit, à prendre en compte. Déjà, je pense qu'il y a à la fois, alors, il y a la rééducation, mais il y a aussi des fois le patient. Ça a été montré notamment enfin, en littérature par l'équipe isokinétique avec Delavilla, Buctorp, qui disent qu'effectivement, la première condition, alors eux, ils sont très forts, hein, ils disent que c'est la compliance du patient, où nous, en France, voilà, on va plutôt parler d'observance, voilà, relation thérapeutique. Mais c'est sûr que si un patient, je pense que c'est valable aussi pour l'épaule, si vous avez un patient qui veut reprendre à son niveau de sportif, quel qu'il soit, s'il ne s'investit pas déjà dans la rééducation, je pense que c'est déjà un des facteurs, on va dire, potentiels de non-retour au sport ou de récidive. Déjà, ça, c'est important. Et après, je pense qu'effectivement, sur la rééducation, des fois, il est vrai que, alors soit on a des cabinets qui malheureusement voilà, vont manquer soit d'équipement ou autre, mais je pense que c'est plutôt dans l'évaluation. J'ai vraiment plusieurs voilà, expériences où on remet le patient sur le terrain juste parce qu'il a plus mal, parce qu'il se sent bien, parce que voilà, on est dans une bonne dynamique. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, des critères qui sont identifiés, qu'il faut essayer voilà, de faire passer soit sur des centres ou des cabinets qui sont vraiment spécialisés dedans, et même au niveau amateur, je pense que c'est même le plus important, parce que c'est vrai qu'au niveau professionnel, voilà, c'est prouvé pas forcément d'impact sur tout ce qui est santé publique, mais voilà, un sportif, même amateur, qui se reblesse, c'est une nouvelle opération, c'est une nouvelle rééducation, etc. Ok, Et il y a un impact aussi, tu vois, sur tout ce qui est enfin, santé publique et autres aussi pour le patient, quoi. merci. Alors, je vais commencer par Clémence, ok? Et après, je passerai à Frédéric quand même une question, et puis on finira sur la stabilité postérieure. Alors, Clémence, il y a une notion qui est un peu différente, je pense, entre… tu m'entends? C'est bon? C'est bon, ouais. Ok. Notamment, tu parles d'instabilité récidivante et tu dis qu'il ne faut pas forcément opérer les gens tant qu'ils n'ont pas récidivé. Et tu as parlé aussi des tests d'appréhension. Nous, on a une vision qui est un petit peu différente des choses. C'est quelqu'un qui a fait un épisode isolé de luxation. Aïe. Geoffroy, on t'entend plus ton son. Et tu vois 3 mois ou 6 mois après qui conserve une appréhension. Pour nous, si vous n'avez pas à traiter cette appréhension, il y aura des changements. On n'a pas forcément… C'est insupportable. Tu m'entends là? Ouais, c'est mieux, ça, c'est parti complètement en vrille ton son. J'ai rien compris, ouais. Voilà. Vas-y, tu Ouais, reprends. j'habite dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de son. Ok, alors je reprends ma Il habite question. à Paris et c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de réseau en fait. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, là, Oui, c'est là, bon. c'est Ok. bon. Donc, ma question, c'est sur la définition de l'instabilité récidivante. Ce que je disais, c'est que nous, chirurgiens, on considère quelqu'un qui a fait un épisode isolé et qui, 3 à 6 mois après une rééducation, conserve une appréhension, c'est une instabilité, en tout cas chronique, pas forcément récidivante, et qu'on va vers la chirurgie. Et toi, tu nous as dit que les tests d'appréhension, par exemple, tu ne les faisais pas. Est-ce que tu t'en sers quand même pour savoir si ta rééducation est efficace? C'est sûr que dans l'urgence, ça n'a pas d'intérêt, mais à 3 mois, 6 mois ou 8 mois d'une rééducation d'un épisode d'instabilité, est-ce que tu t'en sers pour dire j'ai atteint mes limites et là, il faut le référer au chirurgien? Alors, oui, quand je disais que je m'en servais pas, c'était sur mon examen clinique. Parce que forcément, quand le patient il vient de se luxer, il le sait, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, au cours de la rééducation, je m'en sers pour voir si mon patient il a progressé, pour voir si il reste toujours encore une petite micro-instabilité. Ou voilà. Je m'en sers comme marqueur au cours de la rééducation, mais pas quand je disais que je m'en servais pas, c'était sur de l'aigu en fait. Voilà. Ok, d'accord, parfait. Sinon, ton topo était très clair et assez didactique. Juste un petit commentaire sur la technique là, qui est très à la mode, qui s'appelle le DAS, qui a été développée
et qui est très à la mode. On n'a aucun recul là-dessus. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit quand même que vous avez des techniques qui sont classiques, le bancarte et la butée. Et après, les chirurgiens orthopédiques ont cette capacité d'inventer une nouvelle opération tous les 3 mois. Et donc, il faut garder un petit peu de recul par rapport à ça. On aime bien créer, mais pour l'instant, la base, c'est quand même la butée et le bancarte. Geoffroy, juste une chose. euh, la notion de confiance, d'appréhension a été particulièrement mise en avant dans le topo de Florian, dans le topo de Clémence également. Et dans cette notion de confiance, il y a l'absence de l'appréhension. Hein, on C'est sait ma que… question pour toi, Frédéric. C'est-à-dire que D'accord. pour l'instant, on va passer justement à Frédéric, il faut essayer de pas non plus rester des heures ici. Tu nous as parlé de proprioception, c'est très bien. Après, on sait très bien que, par exemple, l'école lyonnaise demande au buté de ne pas faire de kiné. Voilà, et les gens se débrouillent tout seuls. Et moi, je voudrais savoir comment toi, kinésithérapeute, très pratique, d'un point de vue pratique, hein, tu permets à un patient qui a eu une butée, quels sont tes critères pour pour le faire travailler l'appréhension? C'est-à-dire qu'on sait que malgré le talent de chacun, grosso modo, dans la revue de littérature, tu as 75% des gens qui reprennent le sport au même niveau après une instabilité. Et quand tu interroges les 25%, ce n'est pas parce qu'ils vont mal, ce n'est pas parce qu'ils ont des douleurs, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est juste qu'ils ont peur de se reluxer. Parce que quand ils se sont luxés, eh ben, ils ont eu mal, ils sont restés 6 heures luxés, on leur a dit c'est grave, etc. Donc, d'un point de vue très pragmatique, quels sont les éléments que tu vas travailler euh, pour faire disparaître cette appréhension? Alors, l'appréhension, il y a des données qui ont montré qu'effectivement, elle était cérébrale, hein, elle n'est pas dans l'épaule, qu'après une butée bien placée et une épaule qui est stable, la personne peut conserver une appréhension et que c'est un signe péjoratif de reprise du sport puisque ça veut dire que le patient va se reblesser. Il ne va peut-être pas se reluxer parce qu'il y a une butée, mais il va se reblesser parce qu'il ne peut pas pratiquer son sport en toute confiance. Donc, c'est quelque chose qu'on détermine très rapidement avec le patient. Il y a des patients qui ont des interventions de butée ou de bancarte, peu importe, et lorsqu'on commence à mobiliser leur épaule après 6 semaines, on sent que le bras va partir tranquillement vers l'ouverture et qu'il n'y a aucune appréhension dans leur rééducation, comme si ça s'était fait naturellement. Et il y a d'autres patients, très rapidement et très tôt, on sent une absence de volonté, un contrage au fait de porter le bras en arrière parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est comme le vélo. Hein. Si on tombe, le meilleur moyen de mieux repédaler, c'est d'y retourner. Donc, il faut absolument que par l'expérience, l'appréhension, ça ne peut partir que par l'expérience. Et je ne crois pas au discours, ni à l'explication, ni à la raison. L'appréhension, c'est une émotion. Donc, le cerveau de la raison ne va pas prendre le dessus sur l'émotion. On a beau expliquer à la personne que son épaule est stable, si elle n'en a pas l'expérience, elle ne le saura pas. Et donc, progressivement en rééducation, il va falloir amener le patient dans des situations d'instabilité. Et pour cela, tout simplement, on va détourner son attention, on va faire travailler son épaule activement, parce que ça n'est pas en le faisant passivement, à mon sens, que c'est la meilleure des situations à réaliser. On ne va pas faire des tests d'appréhension progressifs pour lui retirer son appréhension. Il vaut mieux faire un travail actif, d'ouverture, progressif, détourner son attention en lui jetant des balles qu'elle doit attraper pour que le cerveau progressivement se réapproprie le mouvement et l'appréhension devrait disparaître naturellement. Ok, donc c'est un travail de longue haleine, mais je pense que c'est effectivement la place du kinésithérapeute dans le traitement de la rééducation après une butée. Et Geoffroy, juste une chose, la rééducation, ça n'est pas que redonner confiance à l'épaule. Et imaginer que les gens qui ont débuté ne se fassent pas rééduquer, c'est à mon sens une aberration. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si il y a 100% de gens qui n'ont pas de rééducation, il y a peut-être une bonne partie qui va bien passer, peut-être même la majorité, il y a 60 à 70% des gens qui vont revivre normalement parce qu'ils n'ont pas besoin d'une épaule performante. Mais en fait, toutes les personnes qui n'auront pas cette rééducation-là et qui vont y venir a posteriori, en fait, on va les retrouver trop tard, ces patients-là. Il y aura énormément de choses à faire sur leur épaule et ce sera beaucoup plus difficile de les rééduquer, que ce soit une coiffe ou une butée. Il vaut mieux suivre les patients du départ, repérer ceux, et ça on peut les voir rapidement, hein, c'est presque comme des drapeaux jaunes psychologiques chez les patients, ceux qui après une intervention du genou ou de l'épaule
on détermine des facteurs de kinésiophobie, d'appréhension qui vont nous donner une attention particulière sur eux. Ça doit se faire au début, ça ne peut pas se faire 6 mois après quand on se rend compte que la chirurgie n'a pas donné l'effet escompté. Ok, merci beaucoup. Et une dernière question, ou plus une discussion avec Michael, hein, sur l'instabilité postérieure fonctionnelle. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'instabilité antérieure, qui est une instabilité qui est quasiment toujours liée à une lésion anatomique et qui se traduit par une appréhension, et l'instabilité postérieure, qui est une entité différente, qui se traduit soit par des appréhensions, mais souvent par des douleurs. Après, sans aucune agressivité, j'aimerais bien pondérer ton topo parce qu'on a l'impression qu'après ce que tu nous as dit, dès qu'on a un peu mal à l'épaule et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, on se retrouve avec une instabilité postérieure. Non, l'instabilité postérieure, il doit y avoir des phénomènes de subluxation, d'accord? Sinon, ça rentre dans le cadre d'une épaule douloureuse postérieure par un problème d'équilibre musculaire. Il est vrai que dans l'instabilité postérieure, il y a un gros problème de proprioception et que c'est avant tout de la rééducation. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, dans l'instabilité postérieure, les mouvements anormaux sont réglés par le kiné et les douleurs, notamment les lésions labrales, sont traitées par le chirurgien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce qui stabilise l'épaule postérieure, c'est la kiné et pas la chirurgie. Et ça, on le voit très bien parce qu'en fait, quand on opère des gens qui n'ont pas une proprioception et des muscles suffisants, ils se reluxent en arrière, ce qui est très rare. Même si vous ne rééduquez pas une butée, peut-être qu'il n'ira pas très bien, mais il ne se reluxera pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un rôle fondamental des muscles dans l'instabilité postérieure, voire pas fondamental, probablement unique et prépondérant. Tu m'as posé la question sur les variations anatomiques. C'est vrai qu'on en trouve souvent, mais on a plein de gens qui ont des anomalies de l'épaule et qui ne se luxent pas en arrière. Donc, c'est vrai qu'il y a un argument de fréquence un peu plus fréquent, avec des glènes qui sont rétroversés, des labromes qui sont un peu anormaux. D'accord ? Donc, ça, c'est fréquent. En tout cas, on les découvre, peut-être qu'ils font le terrain de la stabilité postérieure, mais ce n'est pas la majorité. La grande majorité des instabilités postérieures n'ont aucune lésion anatomique de l'épaule et c'est pour ça qu'elles relèvent de la rééducation. Et de la même manière, moi, je n'avais pas cette notion sur la limitation de la rotation interne dans l'instabilité postérieure. D'ailleurs, on a même souvent des hyperrotations externes et des hyperrotations internes. Le professeur Boileau à Nice dit qu'on arrive à mettre la main dans le dos quasiment jusqu'au niveau de la nuque dans les instabilités postérieures. Donc, je n'ai pas vraiment de cette notion. Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Et comme pour la dyskinésie scapulothoracique, tu as un déséquilibre musculaire qui peut favoriser, mais il ne faut pas passer le message. Vous avez une dyskinésie scapulothoracique qui n'est pas forcément anormale, hein, et une douleur de l'épaule, c'est une instabilité postérieure. Après, c'est peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Nous, l'instabilité postérieure, en tant que chirurgien, il faut qu'il y ait eu un moment, et il faut que cliniquement, on ait une épaule qui part derrière. Donc, là, je pense que c'est bien de préciser un petit peu le cadre diagnostic qui est peut-être différent entre vous et nous. Bien sûr. C'est très intéressant. Après, Michael, excuse-moi, donc tu réponds à Geoffroy. Après, j'ai 3-4 questions sur le chat et puis on terminera le webinaire. Ok. C'est très intéressant ta remarque. En fait, le principe de ce topo que j'ai voulu faire et que j'ai proposé à Frédéric, c'était à travers un cas d'instabilité postérieure vraiment, on va dire un cas extrême, montrer à quel point un schéma musculaire anormal peut être en cause et mettre on va dire en péril la stabilité de l'épaule. La plupart des patients que moi je vois ne se luxent pas d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un cas qui est quand même très peu fréquent. Mais finalement, on va dire le trouble de schéma musculaire qu'on retrouve chez les patients qui sont capables de se luxer, on le retrouve exactement, moi je le retrouve exactement chez mes sportifs qui font par exemple du crossfit, dont j'ai de plus en plus, qui pour le coup ne vont pas avoir de luxation, mais vont avoir des micro-instabilités avec le même type de schéma musculaire et les mêmes types, on va dire, de balance musculaire. Donc c'était vraiment pour ça l'idée de se dire, l'instabilité postérieure fonctionnelle, comme elle a été décrite par Moroder, c'est vraiment cette balance de schéma musculaire. Et après, oui, les lésions, on va dire les lésions anatomiques, ou en tout cas les lésions structurelles, ne sont pas forcément les plus fréquentes, mais elles peuvent exister. Alors, est-ce qu'elles peuvent exister, par exemple, si on prend une capsule ou par exemple, si on prend une glène, est-ce qu'elles existent parce qu'elles sont déjà innées, ou enfin, elles sont déjà innées, ou alors, par exemple, est-ce que c'est une gymnaste qui, depuis tout petit, depuis 4-5 ans, répète des traumatismes sur son épaule et donc on en vient à des modifications structurelles. Ça, moi, à l'heure actuelle, je suis incapable de le dire et je pense que la littérature est incapable de le dire. Par contre, on sait que ça peut exister. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur ce point-là. N'hésite pas à me dire, Geoffroy. Sinon, Si, moi, je pense que pour moi, même si on parle de la coiffe de rotateur, hein, les ruptures de la coiffe de rotateur, ça fait pas mal. Et en fait, les gens commencent à avoir mal dès qu'il y a un déséquilibre musculaire. Donc, je pense que toute la pathologie douloureuse de l'épaule est liée à un déséquilibre musculaire.
et pas forcément à une lésion anatomique. Ouais, Tu vois. à mon sens, Je pense que à mon sens, elle est il vraiment est très plus propre. important dans l'instabilité postérieure, mais je crois pas qu'il ne faut pas forcer. J'ai eu l'impression en écoutant ton topo, mais peut-être parce que j'étais en hypoglycémie, hein, que dès qu'on avait quelqu'un qui avait un peu mal à l'épaule et qu'on ne trouvait rien, qui avait mal dans le biceps et une dyskinésie, c'était une instabilité postérieure. Je crois qu'on ne peut pas. C'est une instabilité, on peut dire que c'est une douleur fonctionnelle de l'épaule, ça me va très bien. Une douleur fonctionnelle de l'épaule, mais une instabilité postérieure fonctionnelle de l'épaule, moi qui vois quelques épaules. Alors, je vois parce qu'il y a un biais, parce que je suis chirurgien, hein, mais des instabilités, des douleurs fonctionnelles de l'épaule, j'en vois, je ne sais pas, des milliers par an. Des instabilités postérieures fonctionnelles, j'en vois plutôt quelques dizaines par an. Donc, je crois qu'il faut… C'est intéressant ton topo, et c'est vrai que c'est un red flag, comme on dit chez vous, faire attention que ce ne soit pas une instabilité postérieure, mais c'est un métier qui est bien, enfin, c'est un groupe qui est bien particulier. Et dès que tu vois l'épaule qui part derrière, c'est sûr que là, il faut s'inquiéter sur une stabilité postérieure. Après, Et juste, si je peux me permettre, Frédéric, je juste un point. Sur la rotation interne, je suis d'accord avec toi et je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, on a une augmentation de la rotation interne main dans le dos, principalement. Mais pour ce type de patients, quand tu évalues leur rotation interne, et moi je le dis de mon expérience, peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi, quand tu évalues ta rotation interne, vraiment, alors plutôt dans le plan frontal et dans le plan fonctionnel, de 0 à 90, en tout cas de 90 à 0, moi je retrouve quasiment systématiquement une diminution de la rotation interne, vraiment avec ce blocage caractéristique. Après, ça reste une expérience. On a vraiment un son qui n'est pas terrible chez Mickaël et Geoffroy, mais on entend quand même ce que vous dites. Le blocage en rotation interne que tu expliques avec une sensation de buté dur est probablement, à mon sens, lié à une postériorisation de la tête Bien sûr. humérale. Bien sûr, bien sûr. Et le signe que tu as décrit, qui est le signe de Porcellini que décrit Lynn Watson, où elle pousse sur la tête humérale en avant pour voir si les tests, notamment par exemple un jerk test, peut redevenir négatif sur cette poussée antérieure. C'est intéressant en fait de mesurer les amplitudes en poussant sur la tête humérale vers l'avant et sans pousser vers l'avant. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que si l'instabilité antérieure est parfaitement codifiée aujourd'hui, on sait parfaitement la décrire, on sait quelles sont ses lésions, on sait pourquoi il faut l'opérer et on sait parfaitement normalement la rééduquer. Ça n'est pas le cas de l'instabilité postérieure dont le démembrement est récent, avec probablement des catégorisations de patients dans l'instabilité postérieure qui ne sont pas encore véritablement bien déterminées, une mauvaise compréhension parce que tout simplement, comme il n'y a pas de lésion, on ne comprend pas très bien. Tout ça est très neuromoteur. Donc, je crois qu'il y a encore de l'avenir sur la recherche de l'instabilité postérieure. Alors, je vais juste poser des questions, et c'est pour ça que ton topo, Mickaël, effectivement, a porté une pierre à cet édifice. Question à Geoffroy, est-ce que le score ISIS, qui est le score qu'avait proposé le professeur Boileau-Nice, est toujours d'actualité pour savoir s'il faut opérer ou pas une luxation, donc antérieure d'épaule? Non, le score EDIS ne sert pas à savoir s'il faut opérer une luxation ou pas. Il faut faire une luxation ou un bancarte. Voilà, le score EDIS permet de savoir si on va avoir un taux d'échec faible en cas de chirurgie isolée de bancarte. Voilà, donc c'est ça le rôle du score EDIS. Et est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il est d'actualité. Il a l'avantage d'être très simple et réalisé facilement. Il y a d'autres scores qui sont plus complexes, notamment développés par les Allemands, mais qui font appel à une vingtaine d'éléments. Voilà. Le score EDIS, c'est un bon moyen de… Pour nous, c'est simple. Le score EDIS, c'est un bon moyen de savoir si on prescrit un arthroscanner ou pas pour savoir si on s'oriente vers un bancarte. Voilà, c'est l'intérêt principal. Ok, deuxième question. Est-ce intéressant à vos yeux de travailler les muscles antérieurs dans une instabilité donc antérieure que sont le grand pectoral et le deltoïde antérieur? Bon, moi, je peux éventuellement répondre à cette question-là, hein. Il y a des athlètes qui ont des épaules comme ça, hein. Teddy Riner, il s'est fait opérer de l'épaule. Pourtant, son épaule, elle était hyper costaud. Donc, ce n'est pas un grand pectoral et un deltoïde antérieur qui peuvent stabiliser une instabilité antérieure de l'épaule. C'est la grande différence avec l'instabilité post. Moi, je dirais même qu'il y a des luxations qui sont parfois liées à des contractions du grand pectoral et qu'on pense, avec des travaux qu'on a fait notamment avec Anselme Billot, tu te souviens, qu'on avait invité, Tout à fait. que le grand pectoral est probablement luxeur antérieur. Tout à fait. De toutes les façons, lorsque la tête humérale est luxée en avant, il y a une technique de réduction qui consiste, si on ne veut pas faire la manœuvre de traction, etc., à masser le grand pectoral parce que le grand pectoral est en tension. Hein, Geoffroy, tu peux le décrire puisque tu as dû en voir des luxations, toi, et tu en as peut-être réduit aussi souvent. Et il y a cette tension du grand pectoral qui vient figer la luxation.
bon, tout est extrêmement douloureux, hein, donc le grand pectoral, c'est difficile de mettre en évidence. En tout cas, si vous avez un truc à faire pour le grand pectoral, je pense que le renforcer dans les instabilités antérieures, c'est une bêtise puisqu'il est plutôt luxant antérieur. Est-ce qu'une intervention chirurgicale lors de luxation sur hyperlaxité est intéressante? La question Personne n'a la de- réponse. Enfin, ça veut dire. C'est-à-dire hyperlaxité sans lésion anatomique. S'il n'y a pas de lésion de Bankart, pas de lésion osseuse, etc., personne n'a la réponse. Dès qu'on a un patient qui a des vraies lésions, il faut les traiter chirurgicalement. Après, le résultat qu'on va obtenir est un peu moins bon chez un patient qui est hyperlaxe. Le chirurgien peut réparer des lésions, il ne peut pas faire une opération s'il n'y a pas de lésion. Ou alors, c'est un petit peu compliqué et les résultats sont moins bons. Donc, ça va dépendre du type d'épaule qu'on opère. Oui, et ça va dépendre de l'instabilité qu'on détermine. Parce que luxation, si c'est une instabilité multidirectionnelle, à titre personnel, je considère qu'il ne faut pas les opérer, hein. C'est des échecs quasi systématiques. Donc, c'est des gens qui sont hyperlaxes. Et effectivement, comme dit Geoffroy, ce qu'il faut, c'est regarder les lésions. Quand réorienter un patient qui a une instabilité postérieure ou multidirectionnelle vers une chirurgie? Donc, multidirectionnelle, on va le mettre à part. Mais une instabilité postérieure, Geoffroy, quand est-ce que toi, tu opères? Alors, je vais te donner la réponse tout à l'heure. C'est ma vision un peu personnelle. Je pense que l'instabilité postérieure est très fonctionnelle, d'accord, surtout la traumatique. Et dans ce cas-là, pour stabiliser l'épaule, c'est le kinésithérapeute. Par contre, si à force de se luxer, on a une lésion labrale postérieure qui est responsable de douleur, là, c'est le chirurgien. Et donc, il vaut mieux essayer de stabiliser l'épaule. Et une fois que l'épaule est bien stable, bien centrée, on va réparer notre labrum et on n'a pas de risque que ça parte derrière. C'est à l'opposé différent, l'instabilité traumatique, qui est l'équivalent de l'instabilité traumatique antérieure, où là, le gars est tombé, c'est des accidents violents du VTT, du rugby, il s'est déboîté l'épaule derrière, il a des lésions osseuses et des lésions ligamentaires. Et dans ce cas-là, on attend, on opère rarement le premier épisode, mais on attend et souvent, le patient, quand il commence à avoir des douleurs, rarement d'appréhension et des douleurs, on l'opère. Donc, rarement au premier épisode. Ok, très bien. Oui, d'ailleurs, à propos de rarement, Clémence a parlé d'interventions qui sont un peu timorées lors de la première luxation. Il y a deux notions que j'ai pu entendre. La première, c'est le fait que la butée de la targée était de plus en plus réalisée même chez les jeunes, parce qu'on considère que apparemment, la croissance osseuse ne pose pas de problème, et donc même à 16-17 ans, on peut faire une butée, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt des bancartes. Et deuxième question, donc est-ce que les butées tôt, c'est pas un problème? Et deuxième question, est-ce que ça arrive? Parce qu'il y a des séries de chirurgiens. Il y a notamment Uring, là, je crois, qui est vers Nancy, qui avait publié un papier sur l'intervention précoce et dès la première luxation qui apportait de meilleurs résultats pour le retour au sport, je parle, hein. Ok, donc ça c'est la première question concernant la butée chez le jeune. En fait, en France, il est plutôt recommandé chez le mineur, moins de 18 ans, on va dire, de faire des butées parce que le taux d'échec, le seul facteur prédictif d'échec qui sort dans les études prospectives multicentriques comme celles qu'on avait fait à la Société française d'arthroscopie, avec maintenant un recul de 12 ans, c'est moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'un gars qui se luxe l'épaule avant 20 ans, si tu lui fais un Bankart, tu as un taux d'échec de quasiment 40% qui se reluxe. Voilà. Donc, la chirurgie du Bankart chez le patient de moins de 20 ans, un taux d'échec très important. Alors, maintenant, si tu fais une butée, tu as un taux d'échec qui est classique, c'est-à-dire qu'en fait, tu as 4% d'échec versus 60%. Ceci étant dit, si jamais tu as moi, ça m'est arrivé d'opérer un mineur sportif pro, tu vois, en pôle espoir, on va dire. Tu lui fais une butée et 15 jours après, il est retourné sur son VTT, il s'est cassé la figure, il a cassé sa butée. Et là, tu es dans une impasse thérapeutique très compliquée. D'accord? Donc, comme toujours, il y a les chiffres et il y a la réalité. Si c'est un gars qui a 16 ans, qui se luxe l'épaule et qui veut être informaticien, tu peux très bien lui faire un Bankart. S'il veut être pompier professionnel, tu iras plus vers une butée. Concernant l'âge osseux, la coracoïde, qui est le morceau qu'on prend dans la butée, elle se fait vers 12-13 ans. Donc, le problème, il n'est pas à 16, 17, 18. D'accord? Il est quand tu as des rares cas, et j'ai vu dans le tableau de Clémence que ça commençait plutôt à 15 ans, je crois, le taux de récidive. Hein. C'est à 12-13 ans où moi, il m'arrivait de faire des butées. Et là, c'est compliqué parce que quand tu prélèves ton os, tu peux passer dans le cartilage de croissance et tu te retrouves avec une toute petite butée. Donc, le cartilage de croissance, il se ferme très tôt. Et donc, en fait, à 15, 16, 17, 18, généralement, la croissance de l'épaule, elle est fermée et c'est majoritairement des hommes. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Concernant
l'opération au premier épisode d'instabilité, Philippe Hardy disait très bien, qui va proposer un traitement médical avec 80% d'échecs. Un premier épisode d'instabilité avant 20 ans, c'est 80% de récidive. Donc, est-ce qu'on part sur un traitement médical en disant aux parents c'est très bien, ou est-ce que vous savez que dans 80% des cas, il va se reluxer? Et à ce moment-là, on rentre dans des cas de patients qui sont luxés l'épaule, qui n'ont quasiment pas de lésions, et où l'immense majorité des chirurgiens dans le monde vont faire un Bancart de première intention. Et c'est vrai que si tu le fais tôt, si tu le fais dans des conditions où on sait que moins l'épaule a d'épisodes de luxation, moins elle est abîmée. D'accord? Donc, si tu fais un Bancart sur un premier épisode de luxation chez un jeune sportif, bien sûr qu'il y a un taux d'échec qui existe, hein, mais tu vas avoir une meilleure récupération. C'est comme actuellement dans les croisés antérieurs, il y a des gens qui proposent dans les ruptures isolées bien précises du croisé antérieur chez le jeune de réparer le croisé plutôt que de faire une ligamentoplastie parce que tu n'as pas tous les phénomènes qui peuvent apparaître qui sont liés à une chirurgie plus complexe. Donc, il y a très probablement une place pour la chirurgie de première intention. Un pompier de 22 ans qui se luxe l'épaule, qui n'a pas de lésion osseuse, qui a simplement une lésion de Bancart, tu vas lui réparer son Bancart et tu peux même lui proposer, et c'est ce que je voulais dire à Clémence tout à l'heure, hein, un pompier professionnel qui se luxe l'épaule, qui ne se reluxe pas, mais qui a une appréhension au bout de 3 à 6 mois et qui ne veut pas monter sur l'échelle, et ben, tu vas lui faire sa butée d'emblée, tu ne vas pas attendre la récidive qui se redéboîte en l'air. Donc oui, il y a une place pour une opération au premier épisode. Il y a une différence entre l'urgence et le premier épisode. Dans l'urgence, je pense que chez un sportif de haut niveau qui a fini sa saison, ça vaut le coup si on sait qu'il va se reluxer. Et après, si jamais il conserve une appréhension et que tu peux différer, dans ce cas-là, tu y vas. Je me rappelle très bien ces discussions qu'on avait eues à Bordeaux lorsqu'on était là-bas, Frédéric, où les médecins du club de rugby et de la Fédération française de rugby disaient que les gars qui sont blessés à l'épaule, qui ne sont pas opérés, eh bien, certes, ils ne se font pas opérer, mais ils ont beaucoup plus de contusions cérébrales parce qu'ils ne veulent plus tomber sur l'épaule et ils tombent du coup sur la tête. Donc, il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte là-dedans. Et ce n'est pas parce que tu n'opères pas l'épaule qu'elle est normale et que les gens ne conservent pas les blessures et les appréhensions. Ok, super. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ce rappel indispensable du chirurgien qui remet les pendules à l'heure sur ce qu'est l'instabilité, comment on l'opère, quand on l'opère, parce que nous, on les reçoit quand ils sont opérés ou pas. Mais la prise de décision, elle intervient en fonction des données de la littérature et du recul que vous avez sur vos interventions qui sont, comme tu l'as dit, efficaces. Donc, on a des interventions efficaces, butées et bancartes, autant les utiliser au moment où c'est nécessaire. Merci. Donc, à tous les quatre, merci à Michael Acco, merci à Florian Forelli, merci à Clémence Vianemé, bien sûr, merci à Geoffroy Nourissa pour ce webinaire. J'espère qu'il vous aura éclairé sur l'instabilité. Ce n'est pas le premier qu'on fait. On avait déjà diffusé un webinaire sur l'instabilité de l'épaule ou une masterclass, je ne sais plus. En tous les cas, c'est toujours un plaisir pour nous de partager et d'échanger avec vous. Comme toujours, ce webinaire, il va être mis en place, il va être en libre accès parce que c'est le principe de l'épaule au top, c'est de diffuser le plus largement possible la connaissance. Et je remercie ma consoeur et mes confrères de ce samedi matin pour avoir diffusé et avoir participé à la diffusion de ces connaissances. À très bientôt à tous et puis bientôt tout simplement. Merci Frédéric. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.